Bonjour à toutes et à tous. Il est 17 h, donc je vous propose de démarrer comme convenu notre conférence, donc qui va être consacrée aujourd'hui au Pacte Dutreil, et plus précisément, on va un petit peu regarder les différentes modifications qui ont été apportées par les commentaires administratifs du 6 avril, et on regardera également s'il n'y a pas des mesures de préconisation à prendre, car vous le verrez, je dirais les différents commentaires administratifs qui résultent du 6 avril, en fait, entraînent quand même pas mal de modifications sur les modalités pratiques du pacte Dutreil, et on a quand même beaucoup, je pense, de montages qui sont aujourd'hui susceptibles d'être mis en cause. Alors simplement, peut-être avant de présenter plus directement ces modifications, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Jérôme Mazer, je suis fiscaliste. Je travaille aujourd'hui dans un cabinet d'expertise comptable. Également, à côté de ça, je suis auteur dans certaines revues spécialisées. Et puis, j'anime quelques conférences, enfin, comme aujourd'hui, sur des éléments fiscaux. Je vous rappelle également le mode de fonctionnement, hein, du webinaire. Donc l'idée, c'est effectivement, c'est moi qui vais parler, et donc qui vais commenter les différentes slides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la barre de chat qui est en bas à droite de votre écran. Donc j'essaierai de répondre à celle-ci dans la mesure du possible. L'idée pour cette présentation, c'est à peu près d'avoir une présentation, on va dire, d'1 h 30, 1 h 40, voire plus, avec différentes questions. Alors, en termes de programme pour cet après-midi, ce que je vous propose de regarder, c'est un certain nombre d'éléments, hein, donc qui sont modifiés par les commentaires administratifs. On va aller faire un petit détour au niveau de l'activité. Notamment, on va s'intéresser ici à tout ce qui concerne l'activité de location meublée, et puis également tout ce qui est lié aux activités qui sont dites mixtes, vu que les commentaires administratifs apportent quand même des précisions et puis un petit peu de changement en la matière. On va également regarder assez rapidement le régime des sociétés interposées et l'engagement unilatéral. Et puis vraiment le cœur de notre sujet sera plutôt constitué par tout ce qui tourne autour du pacte réputé acquis, et surtout la fonction de direction, qui aujourd'hui est quand même complètement modifiée par les commentaires administratifs qui sont parus, vu que enfin, tout ce qu'on a appliqué jusqu'à présent, à mon avis, il va quand même falloir adopter de nouvelles stratégies. Et puis on terminera avec tout ce qui est lié en fait à l'apport de titres qui ont fait l'objet d'un pacte Dutreil, où là aussi, vous le verrez, on a quand même un certain nombre de préconisations à prendre. Et je pense qu'il faut quand même l'avouer, aujourd'hui, quand on regarde la doctrine administrative sur ce sujet-là, vous le verrez, hein, il y a quand même des seuils à respecter. Je vous en dis pas plus parce qu'on va vraiment en discuter dans le cadre de cette présentation. Mais les seuils de 50 et de 75 ne sont pas si simples que ça à manier. D'autant plus que il y a des modalités quand même très, très, très particulières de prise en compte. Alors, simplement, peut-être avant de commencer, pour refaire un petit point sur le mode de fonctionnement du pacte Dutreil, je vous rappelle que le pacte Dutreil, aujourd'hui, quand vous le mettez en place, on a grosso modo deux grandes stratégies. On peut avoir soit une stratégie de prévoyance d'essai, donc vraiment on le met en place pour préparer un risque d'essai, et c'est pour ça qu'on va conclure le pacte Dutreil. Donc là, on est plutôt dans une stratégie on va dire, qui est plutôt défensive. Et à côté de ça, on peut aussi mettre en place des packs du trade, donc directement pour faire une donation immédiate, ou tout simplement pour gérer un décès, hein. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez en pratique, avec tout ce qui est lié notamment au pacte réputé acquis ou au pacte post-mortem. Donc c'est vraiment ces deux idées, hein, qui tournent autour du pacte du trade. Vraiment, première idée, logique de prévoyance d'essai. Deuxième idée, logique de transmission. Sur la mise en place de ce pacte du trail, bah, nécessairement, on peut aller de schémas plus ou moins anticipés. Le schéma le plus anticipé consiste à mettre bien évidemment en place un pacte écrit qui est collectif, et aujourd'hui, on peut même mettre en place des pactes unilatéraux.
Le système qui est un peu, je dirais, intermédiaire dans tout ça est le système du pacte réputé acquis et puis on a le dernier système qui est le système du pacte post-mortem qui lui se met en place donc après coup, donc après le décès. Donc c'est vraiment quand les choses n'ont pas forcément été anticipées et derrière tout ça, ce que l'on a notamment en termes d'enjeux, donc pas que, c'est tout ce qui tourne autour de la fonction de direction et bien évidemment tout ce qui est lié en fait aux obligations de conservation puisque là encore, c'est des choses que je pense que vous savez. Mais quand on est sur le pacte écrit, ben, l'idée, c'est d'avoir notre engagement collectif ou unilatéral qui est d'une durée de 2 ans à minima, pour ensuite basculer sur l'engagement individuel qui est de 4 ans, alors que sur le pacte réputé acquis, normalement, ce fameux délai de 2 ans de conservation ne s'applique pas, puisqu'en fait, on a des obligations on va revoir tout à l'heure hein, en termes de conditions, mais en fait, le délai, on aura uniquement le délai qui est lié à l'engagement individuel de 4 ans. Alors que pour le pacte post-mortem, bah, ici, on part, avec la totalité donc pour les bénéficiaires de la transmission, donc l'engagement collectif de 2 ans suivi de l'engagement individuel de 4 ans. Donc là, c'est vraiment le schéma assez classique, hein, du plus au moins anticipé. Si on regarde un petit peu plus en détail, les obligations qu'on peut avoir, heu, donc notamment, hein, sur un schéma de donation, je vous le rappelle, on a 2 éléments qui sont essentiels. Si on regarde sur le pacte écrit ou enfin collectif ou unilatéral, heu, vous avez donc c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, forcément une obligation qui est une obligation qu'on appelle engagement collectif, donc qui est d'une durée minimale de 2 ans. Celle-ci, bien évidemment, vous pouvez l'augmenter et vous allez voir que le fait d'augmenter cette durée avec les commentaires administratifs qui sont parus, ça peut avoir un intérêt. Et à côté de ça, vous avez un deuxième engagement qui est l'engagement individuel qui lui est dit de 4 ans. Cet engagement s'applique une fois que l'engagement collectif a pris fin et cet engagement individuel va être porté par les héritiers, les donataires ou légataires donc qui ont bénéficié de la donation avec l'application de l'article 787B du Code général des impôts. Vous avez à côté de ça, sur cette frise, un autre élément qui est important, qui concerne la fonction de direction. Ici, je vous rappelle un point qui est, en pratique extrêmement important, c'est que cette fonction de direction, elle est, un petit peu particulière parce que selon qu'on est sur une société soumise à l'IS ou une société soumise à l'impôt sur le revenu, eh bien, on ne sera pas du tout en présence, de la même fonction de direction puisque si vous êtes sur une société qui relève de l'impôt sur les sociétés, eh bien, la fonction de direction, aujourd'hui, c'est l'une des fonctions qui est énumérée à l'article 975 du Code général des impôts. Donc, en fait, ça va viser les activités de gérant, de président, enfin, ce genre de choses. Si à côté de ça, vous êtes sur une société qui relève de l'impôt sur le revenu, là, on parlera plutôt eh bien, d'exercice d'une activité professionnelle à titre principal, donc ce qui ne s'analyse pas forcément de la même manière. Et notamment dans le monde agricole, c'est susceptible de poser de grosses difficultés, notamment quand vous avez des associés qui ont des participations dans plusieurs structures agricoles. Enfin, la remarque que je viens de faire là, on pourrait éventuellement aussi l'avoir dans le monde libéral. Donc cette fonction de direction, simplement pour rappel, qu'on parte tous avec le même bagage dans le cadre de cette présentation, je rappelle simplement qu'elle a une durée, puisque cette fonction de direction doit être exercée durant l'engagement collectif et 3 ans après l'opération de transmission. Donc ça aussi, vous le verrez, stratégiquement, on peut avoir un intérêt à jouer là-dessus, notamment du fait des nouveaux commentaires administratifs qui viennent un petit peu, gêner les opérations qui peuvent être en cours actuellement ou que vous allez monter à partir des nouveaux commentaires administratifs. D'ailleurs, j'attire votre attention, sur un point qui est particulier, c'est que ces commentaires administratifs donc qui ont été publiés le 6 avril 2021 et qui étaient en consultation jusqu'à peu près au mois de juin. On aurait pu s'attendre à avoir une communication, de l'administration fiscale avec des commentaires définitifs. Aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. On vit toujours sur ce régime qui est un petit peu, transitoire, donc avec des commentaires qui sont quand même opposables et aujourd'hui, c'est vrai qu'il serait quand même bien que l'administration communique assez rapidement sur ce sujet-là, dans la mesure où on peut se retrouver dans certaines situations avec un pacte Dutreil qui ne fonctionne plus du tout.
Au niveau des éléments qui doivent bien être pris en compte quand on parle de pacte du trail, nécessairement, on a, tout ce qui tourne autour de l'activité éligible. Ça, on va y revenir, mais ça veut dire qu'avant de mettre en place un pack du trail, bah, il y a toujours une petite phase d'audit à mener sur, tout ce qui est lié, à cette activité. Est-ce qu'elle est éligible, pas éligible? Est-ce que je suis en présence d'une activité, mixte? Est-ce que je suis en présence d'une holding qui est passive? Est-ce que c'est une holding animatrice? Donc il y a toujours cette phase-là qui est à mener. On l'a vu également parmi les conditions qui doivent être remplies, en fait, vous avez 2 grandes conditions qui doivent être appliquées pour faire fonctionner le pacte du trail. L'une des conditions, on l'a dit, c'est la fonction de direction. L'autre condition, elle est liée en fait à un seuil de détention minimum je dirais de capital. Puisque quand on parle, de sociétés, qui sont des sociétés non cotées, on doit avoir une quote-part de détention qui est égale à 34 des droits de vote, à 17 des droits financiers. Et quand on est sur une structure qui est une structure cotée, les seuils passent à 20 de droits de vote et 10 des droits financiers. Je vous rappelle aussi un point quand même qui est extrêmement important quand on parle de pacte du trail et notamment quand on a mis en place un pacte du trail qui est un pacte, écrit, l'opération de transmission doit intervenir dans le cadre d'un engagement collectif ou maintenant unilatéral qui est en cours. Donc là aussi, il peut y avoir un intérêt stratégique et tactique à bien gérer tout ce qui est lié à cette fameuse durée. J'espère que vous m'entendez bien. Là encore, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, Heu, pour qu'on soit bien d'accord sur une chose, parce que c'est quelque chose que vous allez voir apparaître dans le cadre de cette présentation et j'ai l'habitude de parler de pacte indirect quand je traite de sociétés interposées, donc plusieurs situations. Soit on met en place un pacte direct, donc c'est-à-dire on sera en présence d'une société qui est dite opérationnelle et donc on va monter le pacte du trail directement sur cette société-là. Soit on est en présence d'une société qui est une société donc qui est dite passive et dans cette situation-là, on va monter le pacte du trail, non pas sur notre société, qui est une société holding, mais on va redescendre d'un cran, on va le mettre en place au niveau, de la société fille. Donc en fait, on va se retrouver avec la société holding qui, elle, sera signataire du pacte du trail. Donc ça, si vous avez bien ces éléments-là en tête, on va pouvoir avancer et donc regarder un petit peu plus en détail, et bien je dirais les évolutions qui ont été apportées par la doctrine administrative. Surtout si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans l'espace de chat, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Alors, on attaque directement avec la première partie, donc qui concerne la notion d'activité. Donc sur cette partie, qui est liée à l'activité, on va voir 2 éléments qui sont importants. 1er élément, c'est tout ce qui touche en fait autour de la location meublée, puisqu'on peut faire un pacte du trade sur une activité de location meublée. Oui, non. Est-ce que, on peut, faire je dirais un pacte du trail sur des sociétés qui ont une activité qui sont mixtes? Donc quand je parle d'activité mixte, ce sont des sociétés qui ont à la fois une activité qui est dite éligible et également des activités qui sont dites non éligibles. Donc quand même, première remarque, mais ça c'est normalement ça coule de source, quand on met en place un pacte du trail, on ne peut mettre en place un pacte du trail que sur des sociétés qui ont une activité qui est dite opérationnelle. Donc activité opérationnelle, eh bien, ça veut dire qu'on va être en présence de sociétés qui vont avoir une activité agricole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale. Donc à côté de ça, bien évidemment, ça signifie qu'on ne peut pas mettre en place de pacte du trail sur des sociétés qui ont des activités qui sont purement patrimoniales, soit qui relèvent de la gestion de biens mobiliers ou de la gestion de biens immobiliers. Et ce que vous connaissez tous en pratique, c'est tout ce qui est lié aux sociétés holding passives, où là, la société holding, on ne peut pas mettre directement à son niveau un pacte du trail. Donc là, vous êtes obligé dans ce type de situation, eh bien, soit d'aller regarder si la holding est animatrice, et ça, en pratique, c'est quand même extrêmement compliqué à démontrer. Ou deuxième solution, vous redescendez d'un cran et on va mettre en place le pacte du trail, eh bien, au niveau de la société fille, avec la société holding qui sera signataire. Cependant,
Ce qui a toujours posé, des difficultés, c'est notamment tout ce qui concerne, eh bien, le cas des activités, qui sont dites, mixtes. Puisqu'en fait, sur ces activités-là, bah, pour vous donner un exemple concret, c'est la situation où vous avez, par exemple, eh bien, votre société qui va exercer une activité commerciale, par exemple, une activité de vente de produits et elle réalise également des opérations locatives, ce qui est tout à fait possible. Donc elle se retrouve avec des biens en fait qui sont au bilan et qui sont pas affectés du tout à son activité. Jusqu'à ce présent, ce qui se passait au moins au niveau, des commentaires administratifs qui étaient gérés par le BOI-ENR des MTG 10-20-40-10 numéro 20. Ici en fait la doctrine administrative, jusqu'à présent, acceptait tout à fait le fait d'avoir des activités mixtes éligible au pacte du trail. Par contre, on avait quand même des conditions qui devaient être remplies et ces conditions étaient quand même relativement, enfin, je dirais, drastiques, puisqu'en fait, on nous expliquait, eh bien, qu'on devait avoir au bilan de la structure plus de 50% en fait des éléments de l'actif brut qui devaient être affectés à l'activité. Et également, autre condition cumulative, plus de 50% en fait du chiffre d'affaires qui était réalisé par cette structure-là devait provenir, eh bien, de l'activité opérationnelle, donc de l'activité éligible. Jusque-là, ça pose, enfin, ça posait quand même un certain nombre de difficultés dans un certain nombre de dossiers. Ce qui s'est passé, en pratico-pratique, c'est qu'on a eu un arrêt du Conseil d'État, donc qui a été rendu le 23 octobre 2021 et dans le cadre de cet arrêt, eh bien, on a eu une censure de ce paragraphe, des commentaires administratifs et le Conseil d'État, en fait, dans cette affaire, renvoyait en disant: «Bah, en fait, ce qu'il faut, c'est il faut pas tenir compte de ces critères-là, mais il faut tenir compte d'un certain nombre de faisceaux d'indices». Ce qui est quand même embêtant parce que le faisceau d'indices n'était pas forcément précisé, par l'arrêt du Conseil d'État et ce qui se passe avec les commentaires du 6 avril 2021, c'est que l'administration, en fait, tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État, adapte sa doctrine et aujourd'hui, elle reprend, hein, l'exemple, enfin le critère du faisceau d'indices pour savoir si on est en présence donc d'une activité éligible qui serait prépondérante. Mais elle dit à titre pratique, ce que l'on peut faire, c'est retenir en fait 2 séries de conditions qui sont cumulatives et vous constatez qu'on retrouve peu ou prou les mêmes conditions que ce qu'on avait jusqu'à présent, dans l'ancienne doctrine administrative. En fait, les nouveaux, les je dirais les nouvelles conditions d'application, pour qualifier cette activité de prépondérante sont les suivants. On va d'une part vérifier que l'activité éligible dégage plus de 50% du chiffre d'affaires et également on va tenir compte d'une deuxième condition cumulative, c'est-à-dire qu'on va vérifier, eh bien, si la valeur vénale, de l'actif brut immobilisé et circulant, cette fois-ci, eh bien, représente plus de 50% de la valeur vénale de l'actif brut total de la société. Donc vous constatez qu'on a quand même une petite modification sur ces conditions, puisque l'administration en fait a glissé un autre élément qui est celle qui est relative à l'actif circulant. Ce qui veut dire qu'en pratique, et c'est là où, vous avez à mon avis un travail qui est important à faire, qui est un travail d'audit quand vous allez mettre en place des packs du trail sur des activités qui sont comme ça un petit peu hybrides. Il faut impérativement vérifier, que les éléments d'actifs sont bien affectés, eh bien, à votre activité. Donc par exemple, si vous avez, des bâtiments immobiliers, qui aujourd'hui sont plus du tout affectés, vous risquez de franchir en fait, ce fameux critère de 50. Et aujourd'hui, enfin je pense qu'on l'a tous vu plus ou moins avec la crise sanitaire, on peut quand même avoir des très, très grosses variations au niveau des activités des entreprises. Donc c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à certains moments avec des activités qui n'étaient pas éligibles, qui deviennent prépondérantes et donc qui font sauter en fait complètement l'application du pacte du trail. Surtout que là, vous êtes quand même sur, un critère d'analyse qui se fait en fait sur toute la durée du pacte, puisque normalement, votre activité doit rester éligible sur toute la période d'engagement collectif, plus la période d'engagement individuel. Donc ça veut dire que vous êtes quand même sur quelque chose qui est instable et
en pratique, donc ça veut quand même dire qu'il y a un traitement un petit peu particulier qui doit être réservé à l'immobilier. Si vous avez de l'immobilier qui est au bilan et qui est pas affecté, donc qui est susceptible à un moment donné, de prendre de la valorisation et que vous voyez l'activité opérationnelle, bah, qui elle baisse un petit peu, en termes de voilure, il va quand même y avoir à un moment donné des questions à se poser sur, la sortie ou non des éléments immobiliers. Également, et ça aussi, c'est quelque chose qui est aussi, je pense extrêmement important en pratico-pratique, c'est tout ce qui est lié à la trésorerie. Vous l'avez vu, parmi les conditions d'application du pacte Dutreil et sur cette qualification, hein, d'activité prépondérante, l'administration fiscale va quand même rechercher tout ce qui est lié à l'actif circulant. Donc c'est-à-dire que si vous avez de l'actif circulant qui aujourd'hui n'est pas affecté à l'activité, vous prenez le risque aussi de dégrader le fameux ratio qu'on a vu de 50 et donc de basculer en fait dans une activité qui n'est plus du tout éligible. Donc ça veut dire aussi qu'en pratique, il faut tracer, bah, ce qui se passe au niveau de la trésorerie, voire éventuellement, je pense qu'il faut également adapter parfois certaines politiques de distribution pour éviter, eh bien, d'avoir des ratios quand on a des biens immobiliers qui ne sont pas affectés et de la trésorerie aussi qui est pas vraiment complètement liée, à l'activité, qu'il faut peut-être ajuster un petit peu le tir de façon à rester dans les clous au niveau, du seuil de 50. Par exemple, pour vous illustrer un petit peu mes propos, on va regarder cette slide suivante où on a un petit exemple qui, vous le voyez, n'est pas forcément très, très compliqué, mais il a au moins le mérite de vous montrer ce qui peut se passer. Mon exemple est le suivant, j'ai, une société et sur cette société, eh bien, j'ai monsieur et madame qui ont conclu un pacte Dutreil. On voit au bilan des éléments, on a plusieurs éléments d'actifs. On a un immeuble qui est affecté, qui a une valeur de 300 000 €, donc affecté à l'activité opérationnelle. On a des biens qui ne sont pas affectés, notamment un immeuble qui pour le moment n'est pas loué, mais qui a vocation à être, donné en location à des tiers qui vaut 300 000 €, et on a des machines qui elles, par hypothèse, sont affectées à l'activité. Donc quand on regarde déjà les éléments d'actifs, on peut en déduire qu'on a quand même une partie de notre critère qui est respectée, puisqu'on a bien 50 pour plus de 50 des éléments d'actifs qui sont affectés à notre activité opérationnelle, admettons une activité de vente. À côté de ça, il faut quand même aller vérifier le second critère qui est lié, je vous l'ai dit, au critère de chiffre d'affaires. Ici, il n'y a pas de souci puisque notre structure, en fait, réalise plus de 350 000 € de recettes du fait de son activité commerciale et elle a pratiquement rien au niveau de son activité civile de location. Donc ici, pas de difficulté, on peut mettre en place le pacte Dutreil. Là-dessus, moi, ce que je vous conseille de faire, mais c'est de la pratique, après c'est à vous de voir un petit peu comment vous gérez les choses, c'est peut-être, si vous avez un petit peu de temps, de prendre un petit peu, de temps pour voir comment fonctionne l'activité exactement et être sûr que vous êtes bien sur, votre activité commerciale qui est prépondérante avant de mettre en place le pacte Dutreil. On continue un petit peu sur cet exemple. Admettons que, 2 ans après la conclusion du pacte et l'opération de transmission, on se retrouve avec le schéma suivant, avec notre immeuble affecté qui a perdu un petit peu de valeur, qui passe à 280 000 €, l'immeuble non affecté qui lui passe à 330 000 € et puis, on a un petit peu de trésorerie dans la société qui s'élève à 40 000 € et puis des machines qui s'élèvent à 40 000 €. Ici, vous allez avoir une difficulté, c'est que vraisemblablement, en fait, le seuil, des 50 risque d'être franchi, notamment du fait, bah, de la trésorerie, puisqu'en fait, ici, vous n'avez pas forcément de la trésorerie qui est affectée, au niveau, de votre activité. Donc il y a ici, au vu des derniers commentaires administratifs, potentiellement un risque de remise en cause du caractère prépondérant de votre activité. Donc là encore, bah, ça veut quand même dire, qu'il faut bien surveiller ce qui se fait,
au niveau de la trésorerie et par exemple, si vous avez de la trésorerie, qui provient d'une activité qui ne serait pas éligible au pacte Dutreil, par exemple, si là ma trésorerie provient quasiment totalement, de l'activité locative, bah, c'est-à-dire que là, le phénomène est encore aggravé puisque vous avez bien de la trésorerie qui provient d'une activité qui est pas du tout soumise au pacte. Donc vous avez de l'actif circulant qui concrètement n'est pas affecté. Donc ici, c'est là encore des sujets où il faut être vigilant. Ça veut dire aussi, si on va un petit peu plus loin, puisqu'aujourd'hui l'administration ne définit pas vraiment, hein, ce qu'elle entend comme étant, des actifs affectés. On le verra un petit peu plus loin, mais la notion de groupe qu'on avait jusqu'à présent a peu ou prou disparu des nouveaux commentaires administratifs et des dernières moutures en fait, de l'article 787B. Donc c'est-à-dire que là encore, si vous avez par exemple des remontées de dividendes, bah, c'est peut-être aussi des choses qu'il faut gérer entre les structures, de façon à vous assurer d'avoir un ratio, de 50 qui reste, bah, respecté en fait, au fur et à mesure, du déroulement du pacte. Donc concrètement sur ces éléments, au niveau de l'activité mixte, bah, ça veut quand même dire une chose, c'est je vous l'ai dit, si vous avez de l'immobilier qui n'est pas affecté, il faut quand même systématiquement, chaque année, bien vérifier que vous avez, enfin quelle est la valeur en fait des éléments immobiliers et agir peut-être en amont, si vous sentez que le marché, bah, reste encore haussier et que vous risquez de vous retrouver avec des valorisations, qui risquent, bah, concrètement de vous faire sortir à des ratios de 50. Ça veut dire qu'il y a peut-être des opportunités aussi, à regarder si on n'a pas intérêt à sortir l'immobilier, de la structure. On a également, toutes ces interrogations, je vous l'ai dit, au niveau de la trésorerie où, il y a quand même, des grosses interrogations et ça, c'est ce qu'il faut regarder, c'est la provenance de la trésorerie et le cas échéant, si elle provient notamment d'activités qui ne sont pas éligibles, vous prenez là encore un risque de perdre le bénéfice, de la prépondérance au niveau de l'activité éligible. Donc il y a quand même aussi des logiques à avoir en termes d'ajustement de la politique de distribution, notamment, éventuellement des dividendes qui proviendraient de sociétés filles justement pour éviter bah, de pas tomber, hein, dans cette problématique, qui est liée à l'activité, en fait, qui deviendrait non éligible de manière prépondérante. Toujours sur ces problématiques d'activité, il y a quelque chose qui a fait beaucoup de bruit, c'est tout ce qui concerne, en fait, la notion, de location, meublée. Puisque jusqu'à présent, enfin au moins jusqu'au commentaire du 6 avril 2021, on avait, je dirais tout un jeu de renvoi dans la doctrine administrative qui renvoyait en fait au commentaire ISF et on s'accordait tous à peu près pour conclure que l'activité de location meublée était une activité qui pouvait relever en fait du pacte Dutreil, sous réserve qu'il s'agisse d'une activité, en location meublée professionnelle. Je vous rappelle quand même, hein, je dirais le débat qu'on peut avoir classique, hein, sur le fait de savoir si, l'activité meublée est une activité qui est, commerciale ou non. Cette question est tranchée de manière très claire au niveau des BIC, dans la mesure où, l'article 35 du code général des impôts vous dit bien que c'est une activité qui est commerciale. Par contre, on n'a jamais eu, bah, le même positionnement, je dirais, au niveau, d'une part des commentaires administratifs du code général des impôts et puis, la jurisprudence était pas forcément enfin, on n'a pas forcément d'arrêts qui sont très explicites sur cette matière-là. Bien que, et on va le voir, tout à l'heure, on a quand même un arrêt qui a été rendu par la cour d'appel de Grenoble en mai 2021, qui amène quand même à se poser certaines questions. Mais on en était grosso modo là où on se disait que les activités de location meublée professionnelle étaient susceptibles, eh bien, de rentrer dans le champ d'application du pacte Dutreil. Et quand on parle de location meublée professionnelle, c'est ce que vous savez, hein, quand on est en matière, d'ISF et d'IFI maintenant, c'est les 2 seuils à remplir, donc c'est le seuil de 23 000 € de recettes annuelles et puis le caractère de prépondérance au niveau des revenus professionnels, enfin, par rapport aux autres revenus professionnels. Ça, c'était grosso modo ce qui se passait à peu près jusqu'au 6 avril 2021 et puis on a eu les commentaires administratifs qui sont parus sur ce sujet-là et les commentaires administratifs
du 6 avril 2021, en fait, eux, dressent une liste des, je dirais des éléments, en fait, qui peuvent pas faire l'objet d'un pacte du travail au niveau des activités. Et notamment, parmi les activités qui ne peuvent pas faire l'objet d'un pacte du travail aujourd'hui, eh bien, vous avez l'activité de location meublée qui est visée, en fait, en tant que telle. Et la doctrine administrative, en fait, aujourd'hui, ne fait pas du tout le distinguo entre ce qui relève des activités de location meublée professionnelles ou non professionnelles. Aujourd'hui, vous avez une exclusion qui est pure et dure, de ces activités-là. Donc je ne sais pas si ça restera en pratique, mais aujourd'hui on en est là. À côté de ça, vous avez d'autres activités qui font l'objet d'exclusion, notamment tout ce qui est lié aux activités, de loueurs d'établissements commerciaux ou industriels qui sont munis du mobilier ou du matériel qui est nécessaire à leur exploitation. Vous avez également, mais ça paraît assez logique, tout ce qui est lié aux activités de location de locaux nus, quel que soit leur affectation. Donc ici, on a vraiment un régime d'exclusion qui est assez clair en la matière. Par contre, ce qui est assez surprenant, sur cet arrêt, enfin sur ces commentaires administratifs, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu en fait une prise de position de la cour d'appel de Grenoble, prise de position qui est assez récente, hein, puisque c'est un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui date du 11 mai 2021. Si vous voulez la référence de l'arrêt, c'est l'arrêt numéro 19 01 583. Et cet arrêt, vous le verrez si vous êtes curieux et que vous voulez voir un petit peu ce qui se passe. Cet arrêt, en fait, a le mérite de rentrer en fait dans les conditions d'application du pacte du travail. On est en présence ici d'une affaire qui concerne une activité de location meublée et la cour d'appel, en fait, aurait tout simplement pu dire: «Je tiens pas compte, enfin je ne tiens pas compte des arguments, qui me sont amenés parce que cette activité-là, en fait, est purement et simplement en dehors du champ d'application du pacte du travail». C'est pas ce qu'elle fait, dans la mesure où la cour d'appel de Grenoble accepte, en fait, de rentrer dans les conditions d'application du texte, ce qui, à mon avis, signifie quand même qu'elle a tendance à partir du principe que l'activité de location meublée n'est pas nécessairement exclue en tant que telle, du champ d'application du pacte du travail. Donc aujourd'hui, vous le voyez, bien qu'on a cette prise de position de l'administration fiscale, en date du 6 avril 2021, donc qui tend, à exclure purement et simplement, les activités de location meublée, eh bien, du champ d'application du pacte du travail. Quand on regarde en fait un petit peu la jurisprudence, et je pense que cet arrêt de la cour d'appel de Grenoble est assez intéressant à ce niveau-là, on peut quand même se demander si cette prise de position de l'administration fiscale n'a pas vocation, à un moment donné, à être vue et à se réaligner sur ce qu'on avait jusqu'à présent, au niveau de l'ancienne doctrine administrative. Je vous propose d'avancer un petit peu et d'arriver au deuxième temps de cette présentation. Vous allez voir, là, on va plutôt passer vite. C'est tout ce qui concerne le régime des sociétés interposées. Donc ici, quand on parle de sociétés interposées, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, il faut s'imaginer, vous avez en fait ici une société holding, qui est une société qui est purement passive, donc elle a pas du tout d'activité, elle est pas animatrice, elle rend pas du tout d'activité à ses sociétés filles. Et ici, vous avez quand même une velléité, de la part des associés de la société holding de donner, en fait, les parts de celle-ci avec la mise en place d'un pacte du travail. Donc ce qui pouvait se pratiquer jusqu'à présent, eh bien, c'était pas forcément simple à gérer en pratico-pratique, mais dans certains dossiers, on a pu le mettre en place. C'est-à-dire qu'on mettait en place le pacte du travail, en fait, au niveau de la société fille. Et notre société holding devenait, eh bien, signataire de l'engagement collectif et on pouvait effectuer notre opération de transmission avec l'application de l'abattement de 75, donc sur les titres de la société holding. Il fallait quand même faire attention, il faut toujours faire attention à cet élément-là, c'est que vous ne pouvez pas appliquer l'abattement de 75 sur la totalité, de la valeur des parts de cette société holding, donc qui est dite passive. On ne peut les appliquer qu'à hauteur d'une proportion qui correspond en fait grosso modo, eh bien, au titre
des sociétés qui font l'objet d'un pacte Dutreil. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginez votre société holding, vous avez en dessous des sociétés filles, et donc on va pouvoir aller appliquer l'abattement de 75 uniquement à hauteur de la participation des titres des sociétés filles qui font l'objet d'un pacte Dutreil. Donc ce qui veut dire concrètement, c'est ce que je vous ai dit, que vous avez la société holding qui était signataire du pacte Dutreil. Donc ça, c'est ce qui se passait avant le 6 avril 2021. Et cette situation-là, en fait, ne posait pas trop de difficultés parce qu'on avait les exigences habituelles qu'on retrouvait avec la fonction de direction, avec les seuils de détention, avec quand même aussi des éléments un petit peu plus particuliers, puisque ce qu'on explique et ce qu'on explique toujours, c'est que quand on est sur des schémas interposés, on a vraiment la détention des titres qui est figée au niveau de la société holding, et cette quote-part de détention, en fait, de la société holding dans la société fille qui fait l'objet d'un pacte Dutreil, elle est figée donc durant tout l'engagement collectif et durant tout l'engagement individuel. Donc, il ne faut pas le bouger, sinon on va perdre le bénéfice du pacte Dutreil. Ça, c'était la situation avant le 6 avril 2021. À compter du 6 avril 2021, donc on a les nouveaux commentaires qui sont publiés, et là l'administration fiscale nous réserve une petite surprise en termes de modalités opératoires, puisque ici, en fait, elle rajoute une condition qui n'est à mon connaissance pas du tout prévu par en fait l'article 787B du Code général des impôts. L'administration vous dit, en application des dispositions combinées du A et du 3 du B de l'article 787B, les personnes physiques porteuses de parts de sociétés interposées qui souhaitent les transmettre sous le bénéfice de ces dispositions doivent être signataires de l'engagement collectif de conservation dans la société cible. Donc ce qui est en train de vous expliquer l'administration fiscale dans le cadre de ce schéma-là, c'est que vous ne pouvez plus vous contenter d'avoir votre société holding, donc signataire d'un pacte Dutreil au niveau de la société fille, avec un autre associé de celle-ci. Aujourd'hui, ce qu'il faut, il est même impératif que l'associé de la société holding qui envisage de transmettre ses titres soit également signataire de l'engagement au niveau de la société fille. Et ça, très clairement, ça veut dire qu'on est en train d'imposer une présence de cet associé, et bien, dans la société fille. Donc dans ce type de schéma aujourd'hui, ça veut dire que concrètement, il faudrait regarder s'il n'y a pas lieu à procéder à des augmentations de capital pour permettre, bien, à cet associé, de prendre des participations dans la société fille, voire de passer éventuellement par des opérations de cession. Ça, c'est de la théorie. En pratique, si vous avez des, velléités de donation de titres de société, interposées et de faire les choses très rapidement, faut pas oublier que vous avez quand même, l'abus de droit fiscal et mini-abus de droit qui, tournent un petit peu autour de tout ça. Sachant que je vous rappelle qu'on peut être en situation d'abus de droit quand on fait une interprétation littérale d'une doctrine administrative. Donc ça veut dire ici que si vous passez en fait sur ce type d'opération, donc d'augmentation de capital ou de cession de parts à l'associé de la société holding pour pouvoir faire votre opération de transmission à titre gratuit, concrètement, à mon avis, il est intéressant de laisser quand même du temps sur ce type d'opération, et de le justifier également d'un point de vue économique pour pas tomber sur les affres de l'abus de droit et vous retrouver avec, une situation où, tout pourrait être remis en cause. Donc simplement pour vous illustrer un petit peu, mes propos, on va regarder un petit exemple, hein, qui est assez simple, mais qui je pense parle de lui-même. Vous avez par exemple votre société holding, donc H, qui est une société donc qui est purement passive, pas du tout d'activité. Cette société détient des participations dans une société A qui, elle, est une société qui est véritablement opérationnelle, donc elle va se livrer, à une activité commerciale. La société H va conclure un pacte Dutreil avec madame. Ici, du fait des nouveaux commentaires administratifs, c'est très clair. Si monsieur donne les titres de la société holding, il ne peut pas bénéficier du pacte Dutreil.
En revanche, pour madame, c'est pas le même débat puisque elle est associée de la structure, donc ça veut dire qu'il faudra quand même vérifier tout ce qui est lié à sa fonction de direction ou autre. Mais ici, au niveau de monsieur et en ce qui concerne la donation des titres de la société holding, c'est clair et net, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc on retrouve ici, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il est impératif que monsieur soit associé de la société A et soit également signataire de cet engagement collectif. C'est extrêmement important. Sinon, eh bien, le pacte du trade tel qu'on pouvait le faire fonctionner jusqu'à présent, bah, ne fonctionne plus. Donc ça veut dire que si vous avez des dossiers qui sont en cours aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont à revoir. De manière plus, je dirais un petit peu plus large, on peut avoir, pour certains, habitude, à faire des opérations d'apport de l'intégralité des titres d'une société à la société holding. Là, ce que vous voyez en fait aujourd'hui, c'est que très clairement, quand on est en présence d'une société interposée, heu, cet intérêt d'apporter l'intégralité des parts, si on veut mettre en place un pacte du trade dans la foulée, bah, cet intérêt est quand même très relatif. Là-dessus, il est quand même préférable, si on raisonne uniquement au niveau du pacte du trade, c'est-à-dire de faire un apport, heu, d'une partie des parts, mais d'en conserver une autre, de façon à pouvoir mettre en place par la suite un pacte du trail et pouvoir aller chercher nos opérations, de donation, de titres et donc éviter une remise en cause. Si jamais ces schémas de société interposée ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'il faut aller chercher autre chose. Et la seule chose que vous avez en fait sous la main dans votre boîte à outils, c'est la holding animatrice. Ici, je vous le rappelle, hein, quand on parle de holding animatrice, et ce qui est intéressant, c'est que la doctrine administrative reprend quand même un certain nombre d'éléments de la jurisprudence. C'est que quand on parle de holding animatrice, bah, il y a quand même deux grands éléments qui apparaissent. C'est d'une part tout ce qui est lié à l'animation du groupe et au contrôle. C'est grosso modo ces 2 grandes notions, qui jalonnent en fait la notion d'holding animatrice et qui permettent de la justifier. Faites attention, puisque en pratico-pratique, mais ça aussi je pense que c'est quelque chose dont vous avez l'habitude dans vos dossiers. Moi, ce que je vous préconise de faire, c'est un audit, quasi systématique, de la société holding pour vérifier si elle est animatrice. Ça va assez loin. C'est-à-dire que concrètement, il faut aller regarder au niveau des statuts des sociétés filles, qui exercent la fonction de direction. Est-ce que la holding est dirigeante des sociétés filles? Si tel est le cas, quels sont, les pouvoirs qui sont accordés aux dirigeants? Également, il est extrêmement important de vérifier que vous ayez, ben, des éléments, très factuels, qui vont matérialiser ce côté animation. Donc ça va être des procès-verbaux, ça va être des comptes rendus de réunion, ça peut être aussi des mails où il faut bien vérifier, d'un point de vue pratico-pratique, par exemple, que, la holding a donné un ordre, je ne sais pas, par exemple, en termes de politique d'achat et que cet élément-là a été suivi, par la société fille, voire même en allant jusqu'à sanction si jamais ça n'a pas été suivi. La convention d'animation qui est également un élément qu'il faut regarder. Aujourd'hui, on sait que la convention d'animation, c'est un élément qui peut être nécessaire, mais qui n'est pas suffisant, à lui seul. Il faut également aller regarder si vous avez un petit peu de personnel au niveau de la société holding pour, bah, tout simplement rendre, bah, toutes les prestations, d'animation. C'est-à-dire vraiment pour pouvoir la gérer enfin gérer le groupe au quotidien sur tout ce qui est, la comptabilité, le côté financier, le côté juridique, le côté administratif. Donc ça aussi, c'est des éléments qui doivent être pris en compte et dans le cadre de cet audit, de façon à être capable de vous positionner. Et l'autre élément, mais qui provient, d'arrêts récents, on l'a dit, l'animation doit être effective, donc il faut absolument pas se contenter de clauses type, dans des PV d'AG ou ce genre de choses parce que concrètement, en cas de contentieux, ça n'aurait pas beaucoup, je dirais d'intérêt et d'impact. Et puis l'autre élément, que je vous rappelle, et c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure qu'il faut quand même avoir un petit peu une forme d'anticipation et d'audit avant de mettre en place le pacte du trail, c'est qu'on peut pas, enfin la société holding ne peut pas être animatrice dès le premier jour. Il faut qu'il y ait quand même un certain temps de recul, en termes d'activité, donc grosso modo, je pense qu'un délai de 6 mois à 1 an, c'est quelque chose qui paraît à peu près raisonnable, mais ça veut dire aussi qu'il faut que vous commenciez à alimenter un dossier
de façon à, je dirais, à mettre dans ce dossier tous les éléments qui vont justifier du caractère d'animation pour être en capacité de démontrer ce caractère-là si demain, bah, vous avez un contrôle fiscal. Et je pense qu'à terme, il y en aura. On le voit aujourd'hui en jurisprudence. Moi, j'en vois aussi un petit peu passer. Donc, c'est quand même des éléments sur lesquels il faut, bah, je dirais, il faut être prudent. Mais si la société interposée ne fonctionne pas, c'est un peu le dernier recours sur lequel vous pourrez vous reposer. Autre élément qui concerne cette fois-ci l'engagement unilatéral. Donc vous le savez, l'engagement unilatéral, aujourd'hui, il est, il est un petit peu, mis en avant comme ça par la doctrine administrative. C'est-à-dire que la doctrine, quand elle parle d'engagement unilatéral, en fait, elle part d'un principe qui est celui de l'assimilation à l'engagement collectif de conservation. Donc on sent, hein, quand on regarde en fait les commentaires administratifs du 6 avril, que dans la tête de l'administration, c'est à peu près, les mêmes règles qui vont s'appliquer. Donc vous allez retrouver les mêmes conditions de seuil, donc 34 de droits de vote, 17 de droits financiers si on est en présence, eh bien, d'une structure qui n'est pas cotée, 20 des droits de vote, 10 des droits financiers en présence d'une structure cotée. On retrouve l'exigence de la fonction de direction pour des sociétés IS ou de l'activité professionnelle principale pour des structures qui sont à l'IR. Donc, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que peu ou prou, on est sur la même chose qu'un engagement collectif de conservation. C'est assez intéressant d'ailleurs, puisque si vous avez regardé la doctrine administrative, vous pourrez le constater que on a quand même des rédactions qui sont un petit peu malencontreuses, puisqu'à certains moments, quand elle vous parle d'engagement unilatéral, elle vous dit qu'on s'engage ensemble parfois. Donc c'est un peu bizarre en termes de rédaction. Mais surtout, en dehors de cet élément-là, faites quand même attention, puisque l'engagement unilatéral, faut pas oublier que du coup, la fonction de direction, au moins avant la conclusion de l'engagement, elle va être portée uniquement par, le dirigeant qui détient les titres. Donc ça veut dire que, bah, si jamais, vous n'avez pas en fait ces fameux délais de 2 ans, dont on parle, hein, au niveau de l'engagement collectif, et donc si concrètement la fonction de direction n'a pas été exercée comme il fallait, ou s'il y a des problématiques au niveau des seuils, ou si vous avez de vacances, de la direction du fait, bah, d'une maladie ou quelque chose comme ça veut dire qu'ici vous avez quand même un engagement qui est beaucoup plus fragile que ce que vous avez avec l'engagement collectif, puisque l'intérêt de l'engagement collectif, c'est aussi d'aller chercher d'autres dirigeants qu'on va mettre dans le pack du trade, donc sous réserve bien évidemment qu'ils soient associés de la structure, mais ça permet quand même, d'avoir une certaine forme de protection de cette fonction de direction. Par contre, parmi les questions qui peuvent se poser au regard de cet engagement unilatéral, c'est le fait de savoir si, eh bien, on va pouvoir avoir une personne morale qui va conclure, heu, toute seule, un engagement unilatéral de conservation sur les titres de la société fille. Donc cette question, si on en reste là donc à ce principe d'assimilation, on pourrait penser qu'il n'y a pas forcément de, je dirais, de difficulté, et puis qu'en fait on va pouvoir donc mettre en place notre pacte du trail. Donc comme vous le voyez sur mon exemple avec ma société holding, donc qui détiendrait directement une société opérationnelle. Donc ici, là encore, faites extrêmement attention, puisqu'en fait, aujourd'hui, au niveau des commentaires administratifs, c'est une particularité, mais a priori, aujourd'hui, eh bien, je dirais cet engagement unilatéral, normalement, est fermé dans la situation des sociétés interposées. Le paragraphe 87, hein, du BOI, ENR DMTG 10-20-40-10, en fait, vous dit la chose suivante: c'est l'engagement de conservation peut être souscrit par une personne morale. Cette personne morale peut être une société interposée entre le donateur ou le défunt et la société dont les titres font l'objet de l'engagement de conservation, étant rappelé que la transmission à titre gratuit ne bénéficie de l'exonération que si son auteur est aussi partie à l'engagement. Donc c'est assez clair aujourd'hui. La doctrine administrative ferme complètement la possibilité d'aller appliquer, eh bien, un engagement unilatéral dans un schéma d'interposition. Donc là encore, vous le voyez aujourd'hui, ces schémas-là, militent quand même
pour avoir, eh bien, des situations où on va pas se retrouver avec une société, holding qui détiendrait par exemple 100 d'une société fille. Ces schémas-là, je pense qu'on peut les comprendre en partie, pour d'autres régimes, par exemple le régime de l'intégration fiscale ou d'autres choses, mais au niveau du pacte du travail, ça veut dire qu'il faut quand même s'assurer, qu'on ait d'autres associés qui soient présents au niveau de la société fille, de façon à pouvoir mettre en place, eh bien, un engagement de conservation qui, en fait, pour le coup, vous le voyez, on n'est plus sur un engagement unilatéral, mais on rebascule bien sur un engagement collectif. On en arrive maintenant à, un quatrième point où là encore, vous avez la doctrine administrative qui impacte, je pense, quand même pas mal les choses en la matière. C'est l'hypothèse du pacte réputé acquis. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de pactes réputés acquis, en pratique. Ce que je sais, c'est que moi, c'est quelque chose que jusqu'à présent, non pas que je le déconseillais, mais j'y allais un petit peu en situation de dernier recours. En situation de dernier recours, pourquoi? Parce qu'il y a des conditions qui sont un petit peu plus embêtantes, notamment au niveau de la fonction de direction, et ça peut être des sujets sur lesquels on est un petit peu, moins à l'aise, et vous allez voir que la doctrine administrative telle qu'elle résulte du 6 avril 2021 pose encore plus de problèmes qu'auparavant, et vous allez voir qu'en pratique, c'est quand même extrêmement compliqué, de surmonter ces difficultés. Simplement, je vous le rappelle, quand on parle de pacte réputé acquis, l'idée c'est quoi? C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure en préambule, c'est de gagner en fait sur le délai d'engagement collectif de 2 ans. Donc l'idée, c'est on fait démarrer en fait notre compteur fiscal dès la transmission, et donc le bénéficiaire de l'opération de transmission, lui, se retrouve uniquement à devoir conserver les titres durant 4 ans. Donc il va gagner en fait sur la partie, délai de conservation de l'engagement, collectif. Pour autant, pour aller chercher ce régime du pacte réputé acquis, il faut quand même avoir en tête que vous devez respecter plusieurs conditions qui sont des conditions cumulatives. En fait, c'est exactement les mêmes conditions, que l'on retrouve dans le cadre d'un pacte, enfin d'un engagement collectif, sauf que, en fait, cette condition, ce que l'on vous disait, c'est que durant en fait les 2 années qui précédaient, l'opération de transmission, eh bien, l'un des partenaires pacsés ou l'un des conjoints devait depuis au moins 2 ans exercer une fonction de direction ou l'activité professionnelle principale. Et puis on retrouve nos seuils de détention qu'on a vus, précédemment, ou ce qu'on nous expliquait, c'est que la société devait être détenue directement ou indirectement dans la limite de 2 niveaux d'interposition depuis 2 ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un PACS notamment. Donc ici, l'idée, c'était vraiment ça, c'était vraiment, d'aller chercher, je dirais ces conditions sur la personne qui avait vocation en fait à transmettre, les parts ou les actions. On a toujours eu, un certain nombre de difficultés, notamment sur l'appréciation, de la fonction de direction. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si vous avez eu la curiosité de regarder la rédaction de l'article 787 B D du code général des impôts, cet article vous dit qu'on va pouvoir exercer la fonction de direction. Enfin, les personnes qui peuvent l'exercer, c'est qui? C'est soit, en fait, le signataire initial, soit l'héritier, le légataire ou le donataire. Et on a toujours eu un problème avec, le pacte réputé acquis, c'est que par hypothèse, comme on n'a pas de pacte qui fait véritablement l'objet d'une signature, donc on n'a pas d'associé. Et lorsque l'on fait une interprétation stricte et donc littérale de l'article 787 B D du code général des impôts, on en arrive à la conclusion suivante, c'est qu'en fait, cette fonction de direction doit être exercée par la personne qui va bénéficier de l'opération de transmission. Ça, grosso modo, c'est quelque chose qui est clair depuis, on va dire la réponse Moreau qui date de 2017. Donc jusque là, vous voyez, c'est quand même déjà un élément qui posait
des difficultés au niveau de la rédaction, du pacte réputé acquis, puisque je pense que dans vos dossiers, vous devez quand même avoir un certain nombre de schémas où vous avez des transmissions progressives qui se font et où en fait, bah, vous avez par exemple l'enfant qui va pas être immédiatement, en place et être sur cette fonction de direction et puis c'est également quelque chose qui est un petit peu gênant parce que si jamais vous avez, bah, votre enfant, qui bénéficie de l'opération de transmission, qui est malade, et donc qui n'est plus en capacité en fait d'exercer son activité, bah, vous risquez aussi de faire tomber le pacte du trail, puisqu'on ne peut pas aller chercher, le parent qui pour autant pourra encore être dans la société. Donc ça, grosso modo, c'est ce qui se passait jusqu'au 6 avril 2021. On arrive à la publication des commentaires administratifs du 6 avril 2021 et je pense que dans vos dossiers au niveau des pactes réputés acquis, vous devez très certainement avoir, l'enfant qui exerce la fonction de direction, mais pour autant, on peut toujours avoir un parent qui éventuellement lui aussi continuera à exercer des fonctions de direction. La question qui va se poser aujourd'hui avec les nouveaux commentaires administratifs consiste à savoir si ce parent, quand bien même l'enfant continuerait à exercer la fonction de direction, si ce parent peut toujours lui aussi exercer la fonction. Ici, les commentaires administratifs du 6 avril 2021 sont lapidaires sur cette question. Et quand je vous dis ça, je pèse mes mots. C'est là où vous allez le voir que vous avez certains schémas de transmission qui aujourd'hui sont complètement remis en cause avec cette problématique du pacte réputé acquis, puisqu'aujourd'hui, le paragraphe 395 donc du BOI que vous retrouvez sur la slide, vous dit que l'exonération partielle ne trouve donc notamment pas à s'appliquer en cas d'engagement réputé acquis lorsque le donateur continue d'exercer son activité professionnelle principale ou la fonction de direction dans la société après la transmission. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez en fait la doctrine administrative qui, vous le voyez, hein, la rédaction est un petit peu maladroite, mais on va au bout de la réponse Moreau de 2017 et on vous dit, eh bien, dorénavant, les schémas de codirection dans le cadre de pactes réputés acquis, ça ne fonctionne plus. C'est un peu bizarre en termes de rédaction, puisque quand vous regardez l'article 787 BD du Code général des impôts, on vous dit effectivement, c'est assez clair, il n'y a pas de signataire, donc il est tout à fait normal que ça soit le donataire, l'héritier ou le légataire qui exerce la fonction de direction. Par contre, à aucun moment, l'article 787 BD du Code général des impôts vous interdit en tant que parent de continuer à exercer la fonction de direction. Donc, vous le voyez ici, tous ces schémas donc de transmission progressive, heu, sont quand même mis à mal de manière assez forte par l'administration fiscale. Mais c'est pas le seul élément qui aujourd'hui continue de fragiliser, le pacte réputé acquis, puisque vous avez quand même un autre élément, qui va concerner ici sur la personne qui doit exercer la fonction de direction, mais avant la transmission. C'est-à-dire qu'ici, j'en reviens à mon début, hein, donc sur, les partenaires de Pacs ou, les conjoints. Aujourd'hui, la doctrine administrative est rédigée comme suit. On vous dit: «L'exonération partielle n'est accordée que lorsque l'un des détenteurs des titres exerce dans la société mentionnée, effectivement depuis 2 ans au moins à la date de la transmission, son activité professionnelle principale». Ce qui est important ici, c'est le terme détenteur des titres. C'est-à-dire que quand vous regardez la doctrine administrative, c'est le paragraphe 255 pour ceux qui ont la curiosité qu'il faudrait aller regarder. Ici, en fait, ce qu'on comprend, c'est que si vous avez par exemple monsieur qui détient les titres, donc les conditions de seuil sont respectées au niveau de monsieur. Par contre, c'est madame qui exerce la fonction de direction, quand bien même elle n'aurait pas forcément de titre de la structure. Avec la nouvelle rédaction de l'article 255, a priori, ça ne fonctionne plus. Donc vous ne pouvez plus mettre en place de pacte réputé acquis. Donc concrètement, ça veut dire que si vous mettez un pacte réputé acquis, il y a plusieurs choses qui sont à regarder. C'est un, vérifier que la personne qui procède à la transmission détienne les seuils et exerce
la fonction de direction et d'autre part, il faut également qu'elle arrête sa fonction de direction après la transmission. Donc vous le voyez, c'est quand même des schémas qui sont, mis extrêmement à mal, notamment quand vous avez des personnes qui décident par exemple de donner 50 de leur part, mais qui vont en conserver 50 tout en restant en activité dans la société. Donc ça aujourd'hui, à mon avis, quand on regarde les commentaires administratifs, tels qu'ils sont, aujourd'hui proposés par l'administration fiscale, il y a quand même ici une zone de danger et d'adaptation de vos pratiques justement pour, pas vous retrouver en cours de route avec en fait un pacte réputé acquis qui ne fonctionne pas. Moi là-dessus, c'est quelque chose que je préconise de manière systématique, c'est plutôt de prendre le temps de faire les opérations et plutôt de partir sur des engagements collectifs, donc vraiment écrits, hein, et plutôt que d'y mettre enfin de gérer cette problématique, avec le pacte réputé acquis, donc c'est d'installer votre pacte écrit collectif et de gérer la durée. Donc c'est-à-dire en fait plutôt d'utiliser le pacte comme un outil, de prévoyance d'essai et en jouant sur la durée de détention, notamment, avec des clauses de prolongation de délai pour essayer, d'aménager la problématique. Mais vous regardez ici, enfin ici, vous constatez très clairement que le pacte réputé acquis était déjà quelque chose qui pouvait poser des difficultés avant les commentaires administratifs du 6 avril 2021. Aujourd'hui, c'est clair, c'est encore plus compliqué à mettre en place dans un certain nombre de dossiers. J'espère que vous m'entendez bien et puis surtout que ça reste, assez compréhensible en termes de déroulé de la présentation. Faut pas hésiter, hein, encore une fois, vous avez la barre de chat, donc faut pas hésiter à commenter ou quoi que ce soit. Heu, on va attaquer maintenant une autre partie qui concerne cette fois-ci la fonction de direction. Sur cette fonction de direction, vous allez le voir, c'est là où vous avez en fait les plus gros changements, en pratique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Concrètement, avant le 6 avril 2021, en fait, on faisait application de manière un peu bête et méchante de l'article 787 B du code général des impôts et puis surtout, on avait une doctrine administrative qui nous était favorable. Puisque je vous le répète, hein, mais la rédaction de l'article 787 B D du code général des impôts est la suivante, elle n'a pas bougé, c'est toujours la même. On vous dit bien que la personne qui peut exercer la fonction de direction, enfin qui doit plutôt, c'est soit le signataire initial, soit, eh bien, le légataire, l'héritier ou le donataire. Ce qui veut dire que quand vous regardez en fait la rédaction de l'article 787 B D du code général des impôts, vous avez bien 2 catégories de population auxquelles vous pouvez vous adresser et sur lesquelles vous pouvez faire porter la fonction de direction. Et ce point-là était d'ailleurs repris de manière explicite par la doctrine administrative. Notamment, c'était le paragraphe 390 du BOI UNR DMTG 10-20-40-10 qui vous disait ça, hein, on vous disait: «Ainsi la direction de la société doit être effectivement exercée durant cette période par l'un des héritiers ou légataires ou par le donataire qui a pris l'engagement individuel de conserver les titres reçus du fait de la transmission à titre gratuit ou l'un des associés membres de l'engagement collectif de conservation». Donc ici, vous voyez, a priori, il n'y avait pas nécessairement de difficulté au niveau de l'application, du pacte du trail. C'est-à-dire que si on regarde la slide que vous avez sur votre écran, vous vous retrouvez avec une société, on a un pacte du trail qui a été conclu entre monsieur et madame, il y a une donation qui est opérée au fils. Donc ici, la fonction de direction, eh bien, elle pouvait être exercée durant l'engagement collectif après la transmission par le père ou par l'enfant et on retrouvait exactement la même analyse au niveau de l'engagement individuel. Donc ici, en fait, vous avez toute la philosophie du pacte du trail qui est résumée. Où l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un système qui protège en fait les sociétés françaises, tout en s'assurant, d'avoir un maintien en fait au niveau de la fonction de direction et au niveau de l'actionnariat. Donc jusque-là, ça posait pas de difficulté et je pense que vous avez tous aujourd'hui une bonne partie de vos dossiers où vous avez peut-être sécurisé, la fonction de direction de cette façon-là, en vous assurant que le parent continue en fait à exercer l'activité. Donc ça, c'était la situation jusqu'au 6 avril 2021. 6 avril 2021,
arrivée des commentaires administratifs et là, vous le voyez, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe puisqu'en fait ces commentaires, pour être très clair, à mon avis, extrapolent, ce qui provient de la réponse Moreau et partent quasiment du principe que la fonction de direction doit être portée par le bénéficiaire de la transmission. Alors, j'exagère un petit peu ce que je vous dis parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand vous regardez les commentaires administratifs, cette fonction de direction, elle est scindée en fait en 3 grands temps. Vous avez la phase d'engagement collectif avant la transmission, où ici, eh bien, c'est, le signataire initial qui doit, eh bien, exercer son, enfin la fonction de direction ou l'activité professionnelle à titre principal. À côté de ça, on a un deuxième temps du raisonnement. Le deuxième temps du raisonnement, c'est durant la phase d'engagement collectif, mais post-transmission. Ici, en fait, vous retrouvez ce qu'on connaissait jusqu'à présent, puisqu'on vous dit qu'ici, eh bien, la fonction de direction peut être portée par l'héritier, le légataire ou le donataire, qui a pris l'engagement individuel de conserver les titres. Donc jusque-là, pas de souci, c'est la rédaction du 787B. Et on vous dit également que cette fonction de direction peut être portée par le signataire initial. Ça, vous le retrouvez de manière explicite, toujours au paragraphe 390 du même BOI, on vous dit bien, sur la période courant jusqu'à la transmission par un associé de la société mentionnée au AA1, paragraphe 10, signataire de l'engagement unilatéral ou collectif de conservation. Donc ça, OK. Par contre, ce qui va poser problème, c'est sur la partie où l'engagement collectif va s'éteindre. Puisqu'ici, en fait, les, commentaires administratifs opèrent pratiquement un revirement de positionnement. Aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est qu'en phase d'engagement individuel, eh bien, seul l'héritier, le légataire ou le donataire qui a pris l'engagement individuel de conserver les titres doit exercer la fonction de direction ou, eh bien, exercer son activité professionnelle à titre principal. Donc ça veut dire quand même ici en pratique que vous avez, un sérieux une sérieuse modification, des raisonnements qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, puisque concrètement, ça veut dire que là encore, quand vous aviez des schémas de transmission progressive et où les parents restaient encore un petit peu en activité, durant la phase d'engagement individuel, de façon à permettre en fait à l'enfant qui lui ne pouvait pas exercer l'activité, de prendre le relais, bah, ici vous constatez qu'en fait ces schémas-là sont plus possibles. Donc concrètement, aujourd'hui, si vous restez avec des modèles de pacte qui sont standards, donc c'est-à-dire des engagements, collectifs de 2 ans et où on poursuit sur l'engagement individuel, voire pire, si vous faites vos engagements collectifs et que vous faites vraiment la donation, en bout de course de l'engagement collectif, bah, concrètement, en fait, vous êtes sur des pactes qui risquent de ne pas fonctionner si l'enfant n'est pas en capacité d'assumer la fonction de direction. Sachant que je vous rappelle, hein, enfin la fonction de direction, c'est des fonctions qui doivent être effectivement exercées. Donc on peut pas être sur des personnes qui se contentent d'avoir la fonction sans l'exercer en pratique, c'est-à-dire en signant, des déclarations, en étant présent à des réunions. Donc qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et c'est encore pire, avec l'exercice de l'activité professionnelle à titre principal. Là-dessus, quand même, pour que vous l'ayez en tête, parce que le point important, c'est la rédaction du BOI. Donc, après la transmission, le BOI est rédigé de la manière suivante. On vous dit sur la période courant à compter de la transmission. Donc, cette fonction de direction doit être exercée par l'un des héritiers, légataires ou donataires qui a pris l'engagement individuel de conserver des titres reçus du fait de la transmission à titre gratuit ou par un des associés de la société signataire de l'engagement unilatéral ou collectif de conservation et encore tenu au respect de cet engagement. Donc le problème, c'est que comme vous avez eh bien, le parent qui a fait la donation qui n'est plus tenu au respect de l'engagement collectif, eh bien, on va chercher l'enfant. Donc là, c'est mon analyse, mais je pense que vous avez ici un positionnement d'administration qui n'est pas forcément raccord avec la rédaction de l'article 787B du Code général des impôts. Si on s'amuse maintenant à regarder un petit peu, ce que ça peut donner en pratico-pratique, vous allez avoir 2 grosses situations où vous allez avoir des problèmes. Le premier cas, c'est la donation, de la totalité des parts.
à l'enfant. Et la deuxième situation, c'est celle d'une donation partielle. Dans l'hypothèse où vous avez votre associé, donc qui a monté son pacte du Dutreil et admettons qu'il donne l'intégralité des parts de la structure à l'enfant. Ici, au vu des commentaires administratifs, je pense que la réponse est plutôt claire. La personne qui va devoir exercer la fonction de direction post-transmission, il n'y en a pas 36, c'est l'enfant. Donc c'est l'enfant qui devra l'exercer autant durant l'engagement collectif après la transmission que durant l'engagement individuel. Donc ça veut dire aussi en pratique qu'il y a intérêt quand même à ne pas se tromper sur l'enfant qui va être en capacité d'exercer cette activité. L'autre hypothèse, et vous le voyez, elle est un petit peu différente, c'est la situation où vous avez non plus une donation de l'intégralité des parts, mais une donation d'une partie. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer la situation, vous avez un pacte du trail qui, par exemple, est conclu sur 100 des parts, vous n'en donnez pas 100, vous en donnez 50. Donc on donne 50 des parts à l'enfant. Ici, sur ce mode de fonctionnement, vous retrouvez là encore l'application des commentaires administratifs. Ça veut dire qu'en phase d'engagement collectif, après la transmission, eh bien, la fonction de direction peut être exercée par le parent ou par l'enfant. Par contre, en phase d'engagement individuel, eh bien, cette fonction de direction ne peut être exercée que par l'enfant. Donc ici, vraisemblablement, je pense que dans vos dossiers, vous aurez un certain nombre de difficultés. Difficultés parce qu'en pratique, eh bien, tous les enfants ne sont pas forcément capables, de reprendre l'exercice de la structure et pour autant, il y a quand même une volonté de transmettre des parents. Ce que vous pouvez éventuellement faire, heu, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'engagement collectif a une durée de 2 ans. Cette durée de 2 ans, c'est une durée qui est minimale. C'est repris comme ça, hein, dans l'article 787 B. Donc ce qui veut dire qu'en pratico-pratique, vous pouvez aller chercher des durées d'engagement qui sont plus longues. C'est-à-dire qu'on peut partir sur des engagements collectifs d'une durée de 3 ou 4 ans. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, c'est dans l'hypothèse où vous avez un enfant, qui peut ne pas être en capacité, d'exercer l'activité, c'est de dire: «On va faire un pacte». Pacte donc qui va englober toutes les parts. On en donne une partie quand même significative. On part sur un engagement de 4 ans. Par contre, je fais la donation dans la foulée de la conclusion du pacte du trail et du fait que j'ai un engagement de conservation qui est d'une durée qui est longue, donc 4 ans dans mon exemple, ça veut dire que ma fonction de direction, elle, doit être exercée durant 3 ans à compter de ma transmission. Donc ici, en fait, ce que vous faites, c'est qu'on fait chevaucher, eh bien, la durée de l'engagement collectif avec la durée d'exercice de la fonction de direction pour essayer, eh bien, de protéger cette fonction de direction en allant chercher les autres signataires du pacte quand l'enfant n'est pas en capacité de le faire. Et ce qui veut dire qu'une fois passé, eh bien, l'engagement collectif, donc qui va être de 4 ans par exemple, eh bien, vous allez ici vous retrouvez dans une situation où on aura validé la condition d'activité et quand vous allez ensuite transmettre, pardon, c'est ensuite quand l'engagement collectif va cesser et qu'on bascule en engagement individuel, en fait, lui, l'enfant, il n'aura plus qu'à conserver des titres. Il ne rentrera plus du tout, dans cette logique qui est liée à l'exercice de la fonction de direction, puisque vous l'avez déjà accompli en amont et qu'on a un petit peu dissocié, en fait, les analyses. Donc ça, ça peut faire partie aujourd'hui du fait de la rédaction des commentaires administratifs, peut-être des sujets qui sont à creuser, justement, pour éviter de tomber dans le piège et de vous retrouver eh bien avec des enfants, qui concrètement ne seraient pas du tout en situation, d'exercer l'activité professionnelle au sein de la société. Toujours sur cette fonction de direction, là pour le coup c'est quelque chose qui est plutôt positif, il faut plutôt le saluer. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais moi c'est des sujets que j'ai vus passer, notamment, chez un bon paquet de professionnels qui ont tendance à dire que la rédaction de l'article 787 BD du code général des impôts est en fait,
ne se contente pas de renvoyer à la fonction de direction, mais exige également un niveau de rémunération, de la part de la personne qui va exercer cette fonction de direction. Il faut faire attention puisque quand vous regardez en fait la rédaction de l'article 787 BD du Code général des impôts, il se contente simplement de vous renvoyer aux fonctions énumérées à l'article 975 grand 3 du Code général des impôts. Et il est jamais en train de vous dire j'applique tout le régime des biens professionnels. Donc ici, si là encore vous faites une analyse littérale, normalement il n'y avait pas de conditions de rémunération à retenir au niveau de cette fameuse fonction de direction. Bah, ici, ce point-là, et c'est un point quand même qui est important, on constate en pratique que la doctrine administrative, donc c'est les commentaires, hein, du 6 avril, 2021 sont clairs sur le sujet. On vous le dit très clairement, il n'y a pas de conditions relatives à la rémunération. Donc ça, c'est plutôt un point qui est positif. Par contre, là où à mon avis, vous avez toujours des zones qui sont plutôt grisées et qui sont susceptibles de poser quand même des grosses questions, c'est sur tout ce qui concerne la situation, des sociétés qui sont soumises à l'impôt sur le revenu et notamment, vous l'aurez, je vous le disais, hein, dans le monde agricole et dans le monde des professions libérales. Quand vous avez, par exemple, des associés qui sont associés de SCEA ou de ARL en même temps et qu'il faut aller chercher, l'activité professionnelle à titre principal. Aujourd'hui, quand vous regardez, la rédaction des commentaires administratifs, en fait, ce qui se passe, c'est que les commentaires du 6 avril 2021 renvoient, eh bien, à la notion de bien professionnel. Donc quand vous lisez ça, vous vous dites: «C'est plutôt pas mal», puisque ça veut dire que s'il renvoie à la notion de bien professionnel, je peux éventuellement aller chercher la notion de bien professionnel unique. Donc c'est-à-dire, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais c'est le fait d'avoir une activité, personnelle, connexe, enfin, pardon, complémentaires, similaires ou connexes et donc ce qui permet d'aller chercher la notion de bien professionnel unique. Donc si on s'arrête à cette étape-là de la doctrine administrative, on peut penser que des personnes qui sont associées dans plusieurs, sociétés agricoles, ça pose pas de souci, qu'en fait, on peut quasiment mettre en place des packs du travail partout et donc aller chercher l'abattement de 75 de tous les côtés. Ça, faut quand même faire extrêmement attention. Pourquoi? Puisqu'en fait aujourd'hui les commentaires administratifs renvoient à la doctrine IFI, donc ça c'est plutôt une bonne chose puisqu'on a quand même attendu, un certain temps avant que l'administration au niveau des commentaires sur le pacte du travail prenne en compte, eh bien, l'arrivée de l'IFI dans, notre paysage fiscal. Mais ce qui est un petit peu plus gênant, c'est qu'en fait, l'administration, sur le renvoi qu'elle opère à la doctrine IFI, eh bien, s'arrête juste avant la notion de bien professionnel unique. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, quand vous avez cette situation-là, où vous avez plusieurs structures agricoles ou même plusieurs, hein, structures, libérales, je ne suis pas certain que vous puissiez mettre en place un pacte du travail sur chaque structure. Je pense que vous allez être obligé indirectement de repasser par l'analyse qui consiste à regarder, ben, quelle est la structure dans laquelle vous avez, vous passez le plus clair de votre temps, et si ça, vous n'arrivez pas à le valider, c'est là qu'on sera obligé de passer sur un critère alternatif, qui est le critère des revenus. La doctrine administrative aujourd'hui, sur ce point-là, est pas forcément très, très bien rédigée, même si elle vous explique qu'on ne tient pas compte de la notion de revenu, mais du fait, bah, de ce renvoi qui est à mon avis un petit peu mal calibré, bah, vous êtes ici en zone de risque. Donc ce qui veut dire que dans ce type de situation, si vous voulez, à mon avis, calibrer un peu mieux je dirais le sujet et éviter d'avoir un risque fiscal un petit peu trop grand, il vaut peut-être mieux passer par la technique du rescrit, de façon à vous assurer d'un positionnement de l'administration fiscale sur ce sujet-là. Simplement un titre complémentaire, j'avais vu passer il y a quoi? Il y a à peu près, je pense 1 an et demi, 2 ans, peut-être 2 ans et demi grand max, des réponses du, CRIDON sur ce type de sujet et le CRIDON considérait à l'époque qu'on ne pouvait pas mettre en place, de pacte du travail sur toutes les structures et déjà à cause d'une mauvaise rédaction, des renvois en fait au niveau des commentaires administratifs. Donc là, vous le voyez, c'est un sujet qui en pratico-pratique mérite quand même une attention particulière et mérite d'avoir quand même une certaine forme de prudence sur ce sujet. J'en arrive à, mon dernier point, donc qui concerne l'hypothèse d'un apport en société de titres qui ont fait l'objet d'un pacte du travail et donc qui ont fait l'objet, de notre opération de donation.
Je pense que vous l'avez tous dans vos dossiers, hein, c'est quelque chose quand même qui est aujourd'hui quand même très fréquent où, quand on a fait, une donation des titres à un enfant, notamment une donation partage, l'enfant va décider en fait d'apporter les titres à la société holding avec la soulte. Donc on le sait, hein, c'est un moyen de faire financer la soulte quand on est sur une hypothèse de donation partage. Avant, la loi de finances, pour 2019, je vous le rappelle quand même, on était sur un schéma qui était, extrêmement complexe sur ces opérations d'apport. On avait des conditions qui étaient extrêmement rigides, qui ont été dénoncées par une très grande partie de la pratique. Et notamment les conditions étaient les suivantes. On demandait à ce que la société holding soit détenue à hauteur de, 100 par les bénéficiaires de la transmission. C'était également les bénéficiaires de la transmission qui devaient, exercer la fonction de direction ou l'activité professionnelle à titre principal dans la société holding. Et puis, cette, société holding devait avoir un objet qui était, particulier puisqu'elle devait avoir pour objet, la gestion des participations de la société apportée et également, c'était une des particularités, elle pouvait également, avoir pour objet la gestion des titres des sociétés du groupe qui étaient apportés. Donc ça, c'est un élément qui était intéressant puisqu'on en fait, on avait un raisonnement au travers du groupe. Donc rigidité, mais quand même élément intéressant. Et puis on avait des conditions qui étaient, je dirais classico-classiques, qui tournaient autour des obligations de conservation des titres, où d'une part, la société holding devait conserver les titres de la société fille du treillis qui nous ont été apportés et également, les associés de la société holding qui, par hypothèse, étaient les bénéficiaires de l'opération de transmission avec application du Dutreil, eux devaient également s'engager à conserver durant, l'engagement collectif et durant l'engagement individuel, les titres de la société holding. Sachant que ce schéma-là, grosso modo, on l'avait uniquement sur la phase d'engagement individuel. Donc ça, c'était le schéma, grosso modo, avant le 1er janvier 2019. Donc vous le voyez, schéma quand même qui est relativement complexe à manier. Tout le monde a critiqué ces conditions-là et le législateur donc met en place dans le cadre de la loi de finances pour 2019 un nouveau système, avec de nouvelles conditions qui sont dites plus souples. La souplesse était tellement mise en avant que pour ceux qui ont eu la curiosité de regarder les débats parlementaires de l'époque, on avait des positionnements qui étaient radicalement différents selon qu'il s'agissait en fait de l'Assemblée nationale ou du Sénat, puisqu'on avait 2 rapports, hein, qui ont été émis à la même date, notamment sur l'une des conditions qui était la condition qui est liée, à la détention de la société holding à hauteur de 75 par les personnes qui ont bénéficié de l'opération de transmission où en fait, on savait grosso modo pas de qui il s'agissait. Est-ce qu'on parlait, du parent et des enfants? Est-ce qu'on parlait que des enfants? Et là-dessus, je vais y revenir en expliquant un petit peu les conditions, mais ce qu'on nous disait, c'est que dans ces 75 là, c'était les personnes qui, étaient soumises aux engagements individuels et collectifs de conservation qui rentraient dans l'appréciation du seuil de 75. Ici, on avait d'un côté l'Assemblée nationale qui nous disait: «Bah, non, non, c'est pas cumulatif du tout, c'est alternatif, donc on peut avoir les enfants ou les parents dans le seuil» et à côté de ça, on avait un autre positionnement au niveau du rapport du Sénat où là, on nous disait: «Bah, non, les critères sont plutôt cumulatifs, donc en fait, il faut bien remplir les conditions». Donc ce qui veut dire qu'en pratique, c'est plutôt l'enfant, qui doit porter, je dirais, ces 75 là. Alors simplement, pour revenir sur ces conditions, aujourd'hui vous en avez plusieurs depuis le 1er janvier, 2019, puisqu'on vous dit déjà que plus de 50 de l'actif brut de la société holding doit être composé des titres de la société apportée. Donc ici, on voit apparaître une mesure de souplesse où on dit, on fait sauter, l'objet de détention exclusive des participations de la société du Trier. Donc demain, normalement aujourd'hui, vous pouvez avoir une société holding qui a, pour partie des titres qui font l'objet d'un pacte du trail, pour partie des titres qui font pas l'objet d'un pacte du trail, voire tout autre élément d'actif comme de l'immobilier ou autre. Donc ça, c'était le premier rapport de la loi de finances pour 2019.
Autre condition, également, ce que l'on vous disait, c'est que 75 des droits de vote et financiers de la société holding, eh bien, devaient être détenus par les personnes tenues par les engagements collectifs et les engagements individuels de conservation. Et cette condition s'apprécie de la transmission jusqu'à la fin de l'engagement individuel. Donc là, vous retrouvez un petit peu la querelle entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Sachant que sur ce point-là, vous avez une réponse qui est une réponse qui est relativement récente, puisqu'elle date en fait du 3 septembre 2020, qui est la réponse Patria, mais qui commençait un petit peu à donner le là sur ce qu'allaient être les commentaires administratifs du 6 avril, puisque la réponse Patria en fait nous disait que les bénéficiaires de l'exonération, c'est eux en fait qui devaient détenir les 75 du capital et des droits de vote et en assurer la direction. Donc ça veut dire qu'en fait l'administration fiscale, dans le cadre de la réponse Patria, elle était plutôt partie sur une logique un petit peu agressive du texte en disant bien on doit, c'est vraiment l'enfant qui doit être en situation de détention au niveau de la société holding. Autre condition, on nous expliquait que la société holding devait être dirigée par les personnes tenues par les engagements collectifs et individuels de conservation. Et cette condition, là encore, s'apprécie en fait jusqu'à la fin de l'engagement individuel. Donc là, vous le voyez, on a quand même un schéma au niveau de la société holding après le 1er janvier 2019 qui est un petit peu amélioré, effectivement. Quand vous regardez ce schéma-là, on peut penser on a vraiment des éléments de souplesse qui ont été apportés et puis on retrouvait nos bons vieux engagements de conservation, toujours pareil, hein, où on nous dit que la société holding doit conserver en fait jusqu'à l'expiration des engagements individuels les titres qui lui ont été apportés, qui font l'objet du pacte Dutreil et puis bien évidemment les associés de la société holding qui ont bénéficié du pacte, eux aussi, sont tenus, de respecter l'engagement de conservation, donc ils doivent également conserver les titres de la société holding jusqu'à l'expiration de l'engagement individuel. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce qui se passe après le 1er janvier 2019 et donc c'est notre système à tous. Là-dessus, ce que vous constatez donc sur cette volonté, d'assouplissement, qui à mon avis n'est qu'un assouplissement de façade quand vous allez voir ce qui se passe avec les commentaires administratifs, il y a quand même plusieurs remarques. Déjà, on perd la logique de groupe, puisque auparavant, parmi les conditions, sur les conditions qui étaient liées à l'objet social, on pouvait avoir des titres qui faisaient partie du groupe. Cette condition-là, cet élément-là n'existe plus aujourd'hui sur l'appréciation du seuil de 50. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez, pour être très terre à terre, dans votre société holding, des titres, et bien de la société qui fait l'objet du pacte Dutreil et d'autres sociétés du groupe, pour analyser le seuil de 50, on ne tient compte que des titres qui font l'objet du pacte. Donc c'est quand même, quand on vous parle d'assouplissement, en fait, en fin de compte, on n'est plus forcément véritablement sur un assouplissement. Également, ce que vous allez voir, c'est qu'on a aujourd'hui, du fait des commentaires administratifs, de très, très, très grosses difficultés d'appréciation, des seuils de 50 et de 60 et de 75. Vous allez le voir, grosso modo, on fonctionne systématiquement engagement par engagement. Donc ça crée de véritables limites quand vous avez plusieurs sociétés qui font l'objet de plusieurs pactes Dutreil et qu'à un moment donné, on veut tout réunir sur une même société holding. Vous allez voir que ça pose quand même de grosses difficultés. Et puis, l'autre élément, mais qui coule de source, c'est le risque de variation de valeur. Puisqu'aujourd'hui, ce seuil de 50, si jamais vous avez des variations de valeur à un moment donné, concrètement, vous n'êtes plus sûr de le respecter. Donc vous risquez ensuite, d'avoir une déqualification, de votre activité et surtout également du mécanisme, du pacte Dutreil. On va essayer de raisonner, avec une série d'exemples pour voir un petit peu, comment les choses se passent. L'exemple est le suivant, vous avez, monsieur qui a conclu un pacte Dutreil sur une société et il fait une donation, de ses parts à son fils. Aujourd'hui, la valeur de la société, c'est 300 000 €. Donc à l'issue, de l'opération de donation, on est dans le schéma suivant, c'est le fils en fait qui est, pour le coup pleinement associé de la société A et notre fils, eh bien, il va avoir, le souhait, comme tout un chacun, d'apporter les titres de sa société A à une société holding. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de l'apport ou peu de temps après, la société holding va
acquérir des titres d'une société fille, société B. Donc ici, vous le voyez, hein, on est l'année de l'apport, titre de la société A 300 000 €, titre de la société B 200 000 €. Donc on est ici dans une logique où en fait le seuil de 50 est parfaitement respecté. Donc là, il y a aucune difficulté au niveau de l'application du pacte du travail. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si jamais, eh bien, la société holding décide d'acquérir de nouveaux titres, donc notamment les titres, de la société C pour une valeur de 100 000 €, vous avez une tête de bilan donc qui change complètement. Si on regarde en fait la valeur vénale, hein, au niveau de l'actif brut, eh bien, ça veut dire que vous n'avez plus de 50 de votre actif au niveau de la société qui est représenté par des titres qui font l'objet d'un pacte du travail. Donc ici, bah, concrètement, ça veut dire que vous faites tomber, le mécanisme du pacte du travail. Donc là, déjà, il y a une première remarque, c'est qu'effectivement, on a une zone d'assouplissement, mais cette zone d'assouplissement, elle est quand même à tempérer puisque ça veut dire que dans la société holding, je ne peux pas faire n'importe quoi et si en plus de ça, j'ai des variations de valeur à un moment donné qui ne sont pas prévues, notamment si on a une crise à un moment donné économique ou autre, on risque, bah, d'avoir en fait le pacte du travail qui tombe en fait complètement. Là, où on va avoir vraiment de grosses difficultés, c'est sur tout ce qui concerne en fait, l'appréciation du seuil de 50. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la rédaction des commentaires administratifs est la suivante. On vous dit que pour apprécier le seuil de 50, il y a lieu de prendre en compte la valeur vénale des seules parts ou actions de la société soumises à ces engagements, à l'exclusion des éventuels titres de cette société qui n'y sont pas soumis. Là, vous avez en fait une énorme zone de danger. C'est ce que vous risquez d'avoir en pratique. C'est par exemple si vous avez un père qui donne une partie des parts, à son fils, dans le cadre d'un engagement du trail et que le fils avait déjà en fait des participations dans cette société. Pour analyser le seuil de 50, nous ne tiendrons compte que des participations qui font l'objet du pacte du trail. Donc ça veut dire ici que dans un certain nombre de situations, eh bien là où vous avez des enfants qui vont vouloir en fait apporter toutes leurs parts, c'est-à-dire les parts qui font l'objet de l'engagement collectif et les parts qui étaient en fait qui leur appartenaient directement et qui étaient hors engagement, bah, en fait vous allez constater que dans un certain nombre de situations, on ne pourra pas apporter toutes les parts à la même société holding et que vous risquez de vous retrouver dans des schémas qui sont un petit peu alambiqués avec deux sociétés holding. Enfin, je vous rappelle que quand même, l'idée, initialement du législateur, c'était quand même de simplifier les choses, hein. Là, vous êtes quand même, quand on détricote un petit peu les mesures et ce qui provient en fait de la doctrine administrative, on n'est plus tout à fait sur un schéma de simplification. Donc ça, c'est quand même le premier élément, c'est déjà on ne tient pas compte, des titres qui ne sont pas soumis à engagement et l'autre élément qui est extrêmement important, c'est qu'on ne va pas également tenir compte des titres d'autres sociétés du groupe. Donc c'est ce que je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure, mais si vous avez des groupes de sociétés et où par exemple, bah, on avait déjà une partie des titres, de la société holding qui détenait une partie des titres d'une société fille et avec d'autres titres qui étaient détenus par le fils en tant que tel, par exemple, et qui étaient hors champ du pacte du travail, bah, ces titres-là, on n'en tiendra pas compte. Donc vous le voyez, il y a quand même une sérieuse, remise en question des modalités pratiques, hein, en termes d'application du pacte du travail. Toujours sur ces problématiques, d'apport, on va prendre un autre exemple. Ici, dans mon exemple, j'ai monsieur qui détient toujours des titres d'une société A et il va décider donc de donner 40 des parts à son fils. Donc ici, on va se retrouver, enfin, vous le voyez au bilan, hein, grosso modo, la valeur de la société A, on va dire que c'est peu ou prou 600 000 €. Suite à cette donation, on va avoir le fils qui va apporter les titres, de sa société, donc à une société holding. Donc il va se retrouver avec la holding qui va détenir 40 des titres de la société A, le père en détient 60 et on a également à côté, eh bien, la société, holding qui a décidé en même temps d'acquérir d'autres titres, donc des titres de la société B.
qui valent 200 000 €. Donc vous le voyez, quand on regarde le bilan de H après l'apport, on a 240 000 € de titre A, 200 000 € de titre B. Donc a priori, pour le moment, le seuil de 50 est respecté. Donc comme il est respecté, pas de souci, normalement le pacte du travail fonctionne. Ce qui va se passer un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, eh bien, le père décide d'apporter à la société holding en cours de vie 20 des titres de la société A. Et là, pour le coup, donc on est tous d'accord, hein, les titres de la société A, donc sur les fameux 20 du père qui sont apportés, ne font pas l'objet d'un pacte du trade. Donc ici, vous allez vous retrouver dans une situation où, après l'apport, vous avez les titres de la société A qui valent 240 000 €. Donc ça, c'était les titres qui étaient issus de notre opération historique, hein, qu'on a fait au niveau de l'apport. On a maintenant les titres de A, mais qui n'ont pas fait l'objet du pacte du trade, qui ont été apportés par le père à hauteur de 20 qui font 120 000 €. Et puis on a les titres de B qui sont à 200 000 €. Ici, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que dans ce type de schéma, en fait, vous avez 2 motifs de remise en cause. Le premier motif de remise en cause, c'est le seuil de l'abattement, enfin, c'est le seuil de 50 puisque dans ce seuil de 50 on ne tient compte que des titres qui font l'objet du pacte du trail. Donc c'est-à-dire que les titres de A, donc les 20 qui ont été apportés par le père, on n'en tient pas compte. Donc là, bah, concrètement, ça veut dire que vous basculez dans une société où concrètement, vous avez plus de titres qui sont dutrayés que de titres, enfin plus de titres qui ne sont pas dutrayés que de titres qui sont dutrayés. Donc, vous remettez en cause l'application du pacte du trail. Ah, il pourrait éventuellement y avoir un autre cas de remise en cause, c'est sur la condition de 75 parce que je vous ai dit que normalement, la société holding doit être dirigée et détenue au moins à hauteur de 75 par le bénéficiaire de la transmission. Donc là, on pourrait éventuellement avoir un autre motif de contestation. Autre schéma, toujours pour voir un petit peu comment les choses se passent avec la rédaction de nos commentaires administratifs sur ces schémas d'apport. L'hypothèse est la suivante: on a madame qui fait une donation des titres de la société A et enfin de la société B, pardon, et monsieur fait une donation des titres de la société A. Les 2 donations sont faites avec l'application d'un pacte du trail. Ici, on a la valeur, des titres de la société A qui s'élève à 300 000 €, la valeur des titres de la société B qui s'élève à 200 000 €. Là, ici, vous allez avoir une question que vous allez vous poser en pratique, qui est de savoir si vous pouvez faire une seule société holding pour loger, eh bien, les en fait, les différents apports que veut faire le fils. Grosso modo, est-ce que je peux avoir une société holding avec des titres de A et des titres, de la société B? Ce cas, en fait, ici, c'est l'un des cas que vous allez voir qui est quand même assez problématique puisque vous vous retrouvez en bout de course avec un bilan qui est, monté de la façon suivante. Vous allez avoir au niveau de la société holding des titres de A à hauteur de 300 000 €, des titres de B à hauteur de 200 000 €. Par contre, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on raisonne à hauteur des titres qui font l'objet du trayé. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on raisonne engagement par engagement. Et ici, du fait que l'on raisonne, eh bien, engagement par engagement, ça veut dire que vous avez en réalité uniquement les titres de la société A qui vont représenter plus de 50 eh bien, de l'actif brut de notre société holding. Donc pour les titres de la société A, on va conserver le bénéfice du pacte du trail. Par contre, pour les titres de la société B, ici, vous n'avez plus le bénéfice du pacte du trail, puisque le seuil de 50 n'est plus respecté. Donc ça veut dire qu'ici, en termes pratiques, il y aura certainement des réflexions à avoir pour faire des apports à une seconde société holding. Je pense que vous voyez en fait la difficulté de la chose, c'est que là où le législateur au début avait de bonnes intentions et voulait simplifier, le régime qui existait, jusqu'à présent, en réalité, on est dans un schéma aujourd'hui qui est beaucoup plus complexe à manier et qui déjà uniquement si on raisonne sur, cette condition de 50 bah, en fait dans un certain nombre de dossiers, vous ne pourrez plus respecter ces conditions-là et je ne sais pas si vos clients en pratique, apprécieront
diront d'avoir enfin systématiquement des schémas avec plusieurs sociétés holding, parce que là j'en ai 2, mais on pourrait imaginer des schémas avec 3 ou 4 sociétés holding qui vont arriver. Donc ce qui veut dire aussi, plus de frais de comptabilité, un peu plus de suivi. Donc je suis pas certain en pratique, de la souplesse qui a été apportée et surtout de l'interprétation qu'on a fait l'administration fiscale. Parmi, ces conditions, donc on a vu celle qui est liée, eh bien, à la détention, hein, enfin au bilan, on va dire, de la société holding. Maintenant, vous avez aussi les conditions qui sont liées à l'exercice de la fonction de direction au sein de la société holding et également celles qui sont liées, à la quote-part de détention de 75. Donc ici, les choses se passent de la manière suivante. C'est en fait ce que l'on vous dit, c'est que durant, et ça c'est la rédaction de la base BOFIP, hein, c'est le paragraphe 87, du BOI ENR DMTG 10-20-40-20 qui est rédigé de la façon suivante. Mais en fait, durant la phase d'engagement collectif, eh bien, la fonction de direction peut être exercée par l'héritier, le légataire ou le donataire qui a pris l'engagement individuel de conserver les titres. Le seuil de 75, vous retrouvez également la même analyse. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on est peu ou prou sur ce qu'on a vu tout à l'heure sur la fonction de direction dans le cadre des engagements collectifs, où là, eh bien, en phase d'engagement collectif au niveau de la société holding, donc quand on a fait l'apport des titres qui ont fait l'objet du pacte du trail, eh bien, la fonction de direction peut être exercée soit par l'héritier, le légataire ou le donataire, soit par l'associé signataire initial. Donc des titres de la société fille qui ont été apportés. Au niveau, évidemment sous réserve qu'il ait enfin qu'il soit toujours tenu à l'engagement collectif, hein, et que les titres aient été apportés à la société holding. Idem pour l'analyse du seuil de 75, où là, bah, vous constatez qu'en fait, le seuil de 75, il est apprécié de manière alternative. C'est-à-dire que le seuil durant cette phase d'engagement collectif, eh bien ce que l'on dit, c'est que le père ou le fils peuvent détenir, eh bien, 75 des titres de la société holding. Donc ça, c'est ce qui se passe en phase d'engagement collectif. Par contre, en phase d'engagement individuel, eh bien, vous retrouvez exactement les mêmes problématiques que ce que l'on a pu voir au niveau, de la fonction de direction tout à l'heure, puisqu'en fait ici, eh bien, ça sera automatiquement et forcément, eh bien, l'héritier, le légataire ou le donataire qui devra d'une part exercer la fonction de direction au sein de la société holding et également c'est lui qui devra détenir à minima 75 des titres de la société holding. Ça a un impact quand même pratique qui est assez fort, puisque ça veut dire que si jamais, bah, vous avez, les parents qui ont eu le malheur, eux aussi d'apporter des titres qui étaient soumis à engagement collectif mais non donnés et qui sont dans la société holding, bah, ça veut dire que quand va arriver l'engagement individuel, concrètement, faut les sortir de la société holding pour toujours être dans une situation où, les conditions du pacte Dutreil sont respectées. Donc vous le voyez, là encore, on a aussi des éléments de rigidité qui sont apportés par la doctrine administrative et qui n'avaient pas nécessairement, je pense, été pensés comme ça, au niveau de la rédaction du pacte Dutreil, surtout quand on regarde, eh bien, les débats parlementaires, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Enfin, historiquement, c'était pas ce qui était souhaité. Là où vous devez être extrêmement prudent, et ça c'est caché au niveau de la doctrine administrative, mais ça apparaît de manière claire et je dirais même plutôt nette, c'est sur la modalité d'appréciation du seuil de 75. Accrochez-vous bien, aujourd'hui, le paragraphe en fait 86, de la doctrine administrative vous dit la chose suivante. On vous dit: «En cas d'apport à une même société de titres issus de plusieurs engagements collectifs ou unilatéraux de conservation, le seuil minimum de 75 s'apprécie engagement par engagement que les titres proviennent d'une société sur laquelle enfin d'une même société sur laquelle plusieurs engagements ont été conclus ou de plusieurs sociétés différentes». Ça veut dire qu'ici, vous retrouvez aussi la même problématique, qu'avec le seuil de 50. Donc on est toujours sur une analyse qu'on va mener engagement par engagement.
Et ça, en pratique, ça peut aussi être problématique et vous allez retrouver, hein, peu ou prou ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec des personnes qui sont déjà associées de la société et à qui les parents donnent, le reliquat des titres sous pacte du travail. Bah, vous allez voir qu'en fait, là encore, on peut pas apporter la totalité des titres, à la société holding puisque si on le fait, en fait, on risque de franchir, eh bien, le cap du seuil de 75. On va essayer de raisonner avec des exemples, de façon à illustrer un petit peu ces propos et vous montrer jusqu'où ça peut aller en termes d'analyse. On prend l'exemple suivant, on a une société A qui est détenue par monsieur. Monsieur fait une donation de 60 de ses titres à son fils. Donc après la donation, vous vous retrouvez sur, le schéma suivant. Vous avez 60 des titres de la société A qui sont détenus par le fils, 40 par le père. Et ici, la valeur de la société A, eh bien, c'est, on va dire 600 000 € pour l'exemple. Donc jusque-là, tout va bien, on a fait application de notre pacte du travail. Ce qui va se passer, c'est que le père et l'enfant vont décider, tous les 2, d'apporter l'intégralité des parts de la société A à une société holding. Et donc, vous allez vous retrouver dans un schéma où, eh bien, le fils va détenir 60 des titres de la société holding et le père 40. Donc ici, le but du jeu, c'est de savoir un petit peu comment les choses vont se passer, au niveau de ce seuil de 75 et éventuellement au niveau de la fonction de direction. Donc ici, sur la phase d'engagement collectif, il y a aucun problème. Il y a aucun problème puisqu'en fait, on va bien analyser au regard de l'ensemble des titres, qui ont fait, l'objet du pacte du travail. Ici, pour rappel, le père a bien fait un pacte sur 100 des parts, mais il n'en a donné que 60. Donc durant cette phase d'engagement collectif, pas de problème. Par contre, on va arriver maintenant dans la phase d'engagement individuel. Phase d'engagement individuel, là, ce que je vous ai dit, c'est que normalement, eh bien, c'est le bénéficiaire de la transmission, donc en l'occurrence le fils, qui doit détenir 75 de la société holding. Et donc ça, vous le voyez, en fait, ça a un impact, qui est très pratico-pratique, puisque nous, eh bien, dans notre exemple, on se retrouve avec un schéma où en fait le pacte du travail, eh bien, concrètement, il n'est plus, applicable. Donc ici, dans ce type de situation, ça veut dire qu'avant, l'arrivée, enfin avant le terme de l'engagement collectif, bah, il va peut-être falloir à un moment donné, prendre une position au niveau du père et donc le faire sortir pour partie de la société holding et notamment, bah, ici, ça veut dire qu'il faut peut-être avoir le père qui retraille ses parts, au moins à hauteur de 15. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc vous le voyez, c'est quand même extrêmement délicat en pratico-pratique quand vous avez des parents qui veulent continuer à accompagner les enfants, notamment dans le cadre de schémas de transmission, avec ensuite la mise en place d'une société holding. Donc là aujourd'hui, bah, concrètement, soit vous allez sur ce type de schéma-là, mais ça veut dire que vous savez qu'il y a des choses qui sont à corriger avant l'expiration de l'engagement collectif, soit il y a peut-être des mesures de préconisation qui consistent à dire, bah, on va peut-être éviter de faire en sorte d'avoir, le père et le fils qui se retrouvent tous les 2 au même moment en phase d'engagement individuel, dans la société holding. Sauf bien évidemment, à vous retrouver dans un schéma qui est équilibré depuis le départ, où vous avez bien le fils qui détient plus de 75 de détention pour éviter tout risque. Et je pense que même l'idée, c'est plutôt d'aller sur des schémas où le fils a le maximum que ce qu'il peut avoir. Là, ce qu'on va voir, c'est un autre exemple, toujours pour illustrer, les modalités d'appréciation de ce seuil de 75 et on va aller au bout des choses. Vous allez le voir, vous allez voir jusqu'où va le problème. Dans le cadre de cet exemple, on part du principe que monsieur détient 100 des titres de la société A. Il a conclu l'année N un premier engagement collectif de 2 ans sur 40 des parts. Il a donné, hein, donc du coup en N, eh bien 40 des parts, à son fils qui lui les a apportées à une société holding dont il est le seul associé. Donc ici, a priori,
il n'y a pas trop de débat. On voit que le fils détient 100 de la société holding. Au niveau du bilan de la société holding, vraisemblablement, on n'a que les titres de la société A qui ont fait l'objet du pacte Dutreil. Donc le seuil de 50% est a priori respecté, le seuil de 75% aussi. Et en prime, on a bien le fils qui exerce la fonction de direction dans la société holding. Donc ici, jusque-là, vraisemblablement, il n'y a pas de problème. Et puis, ce qui va se passer, c'est que le père, eh bien, à la suite de ce premier pacte, va décider de conclure en N+3 un nouvel engagement collectif sur 40% de ses parts. Et par hypothèse, on va partir du principe que les valeurs sont identiques en N et en N+3. Et là, eh bien, le père va donner 20% des titres à son fils. Et donc, ce dernier va les apporter à sa société holding en N+3. Donc, je vous rappelle, hein, on est en présence ici d'une société holding donc, qui va se retrouver avec les titres de A de l'année N, donc qui, là, pour le coup, seront en engagement individuel de conservation, valeur 160 000, et on a les titres de A en N+3, qui là ont une valeur de 80 000 euros et qui ici sont en engagement collectif. La gymnastique commence à devenir sympa entre la gestion engagement collectif et engagement individuel. Ce qui va poser problème ici, en fait, il faut raisonner en termes de ratio. C'est le seuil de 75%. Ce seuil de 75%, je vous l'ai dit, il s'apprécie engagement par engagement. Du fait de l'apport en N+3 des nouveaux titres qui ont fait l'objet du pacte du trail, mais d'un nouveau pacte du trail, eh bien, du coup, on va être obligé de raisonner pacte par pacte. Ce qui veut dire qu'en réalité, là où votre associé avait historiquement 100%, mais en raison de l'apport eh bien, des titres historiques l'année N, du fait de l'apport en N+3 des 20% de parts, eh bien, les parts qui faisaient l'objet du premier pacte du trail passent de 100%, donc au niveau du lien capitalistique de l'associé, pour représenter en fait 66% de ses parts. Donc vous le voyez, en fait, ici, il y a quand même un gros malaise, puisque comme vous passez eh bien, de 100 à 66, en réalité, ce qui se passe, c'est que vous êtes du coup en N+3 en dessous du seuil de 75%. Et comme vous êtes en dessous du seuil de 75%, eh ben ici, ce qui va se passer, c'est que vous avez d'une part la remise en cause du pacte du trail sur les titres A de l'année N, et vous allez également vous retrouver avec la remise en cause du pacte du trail en N+3, puisque là, vous n'atteignez jamais en fait le seuil de 75%. Donc tout ça pour vous dire que quand vous allez avoir des schémas à gérer avec plusieurs comme ça, hein, engagements collectifs, et bien concrètement, il faut peut-être privilégier des situations avec plusieurs sociétés holding de façon à éviter de tomber dans un risque de remise en cause assez sévère du pacte. Simplement, pour conclure, ce que je voulais, vous dire, vous constatez que le pacte Dutreil, en fait, est quand même sérieusement modifié, du fait des commentaires administratifs du 6 avril 2021. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue pratico-pratique, il est impératif, de vérifier, la valeur de l'actif du bilan, notamment en cas d'activité mixte, et même ça veut dire qu'il faut aller au-delà de ça puisque c'est un audit qu'il faut suivre. En outre, quand vous avez des sociétés interposées, eh ben, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un audit qui est à faire, il faut vérifier la présence du donateur dans la société fille pour éviter de vous retrouver avec un schéma où le pacte du trade ne pourrait pas fonctionner sur une situation d'interposition. Si vous avez des pactes réputés acquis, attention à la codirection. On vient de voir que les commentaires administratifs bien ici, du 6 avril, en fait, l'interdisent. Et puis, sur les autres éléments, on l'a dit, c'est la notion de fonction de direction ou d'activité professionnelle à titre principal. Vous l'avez vu, c'est quand même quelque chose qui est à gérer de manière assez forte, puisqu'on a aujourd'hui ces fameuses 3 périodes, on pourrait synthétiser en 2, hein, donc engagement collectif, post-transmission et engagement individuel. Mais aujourd'hui, la logique de l'administration consiste quand même à dire que c'est en phase d'engagement individuel, c'est bien le bénéficiaire de la transmission qui supporte la fonction de direction. Donc ici, ça veut dire qu'il y a quand même peut-être des schémas à avoir et
et surtout la notion de durée de l'engagement collectif qui est peut-être à retravailler, de façon à éviter de vous faire pénaliser. Et puis ensuite, on a terminé sur ces problématiques d'apport en cours de pacte avec ici, je vous l'ai dit vraiment ce qui est vraiment très, très problématique, c'est les seuils de 50 et 75 qui doivent vraiment être appréciés, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur, de façon à pas vous faire pénaliser et éviter de tomber dans un schéma de remise en cause, complet. Là encore, à mon avis, sur ce type de schéma, je pense qu'il y a peut-être un intérêt à aller chercher des structurations, éventuellement avec plusieurs sociétés holding, au moins pour le moment, surtout au vu des commentaires administratifs tels qu'ils sont bâtis, puisque vous comprenez bien, que dans un certain nombre de situations, une seule société holding, ça ne sera pas possible. Donc voilà pour ce que je voulais voir avec vous sur cette période d'à peu près 2 heures. Je pense qu'on a vu pas mal d'éléments. Déjà, j'espère que l'animation vous a convenu. Vous avez trouvé des éléments de réponse. Il ne faut pas hésiter à me le dire par mail si c'est vraiment quelque chose qui ne vous a pas plu, qui est à reprendre complètement, il n'y a pas de souci, ça pourra, le cas échéant, éventuellement être fait. Si vous avez trouvé des éléments de réponse, si vous avez aussi une meilleure appréciation je dirais des évolutions du pacte du trail suite aux commentaires administratifs, puis éventuellement, si vous avez une ou 2 questions, on peut éventuellement les traiter. Alors, en ce qui concerne le replay, normalement, ça devrait être possible, a priori. Parce que moi, de mon côté, j'ai bien enregistré l'animation, donc normalement, ça devrait être bon. Faut juste que je prenne le temps de le mettre sur un lien YouTube pour pouvoir vous le redonner, mais il y a pas de souci. De même que j'ai normalement vos adresses mail, donc je peux aussi vous envoyer le support de présentation. Puis de toute façon, enfin, c'était ce qui était prévu initialement, donc vous aurez aussi le support. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, si jamais il y a d'autres présentations qui sont susceptibles de vous intéresser, bah, n'hésitez pas à vous inscrire. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée à tous. Au revoir.